Si une personne vient pour la première fois dans un hôpital et donne ses informations, ben, ces informations-là, à chaque fois qu'il revenait, il était obligé de remplir les mêmes papiers parce qu'on ne savait pas où se trouvait. Donc, la digitalisation permet de créer une certaine traçabilité de ces informations-là, de faire en sorte qu'on peut garder un œil sur l'historique de santé de l'individu. On peut savoir ses antécédents médicaux, ses allergies médicamenteuses, les différentes prescriptions qu'il a reçues tout au long de sa vie. Voilà. Et tout ça, c'est dans un fichier informatisé, ce qui fait que c'est plus facile d'avoir accès. Il suffit juste de se mettre sur son ordinateur, on entre certaines informations spécifiques à l'individu et ces informations-là viennent. Et là, ça permet d'accélérer aussi la prise en charge du patient. Donc, on n'est pas obligé d'aller fouiller à chaque fois dans les dossiers ou dans les cartons pour savoir la dernière fois qu'il est venu, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on lui a donné et tout ça. Donc, pour résumer, c'est un peu ça, la définition de la digitalisation et ainsi que les avantages. Très bien. Merci, Serge. Samuel, peut-être un point avant de, par la suite, Oui, aborder les outils. merci. Merci, Jules. Merci, Serge. Je pense que Serge a très bien planté le décor, a très bien défini ce que c'était la digitalisation. C'est juste l'utilisation d'applications digitales ou d'applications informatiques dans le cadre des prestations de soins, soit des prestations, que ce soit des prestations cliniques ou des prestations paracliniques, ou même dans la gestion de l'administration de la santé, dans le but justement de pouvoir optimiser tout ce processus-là. Et les exemples qu'il a donnés sont très pertinents. Si vous prenez par exemple notre contexte en Côte d'Ivoire, je vais même généraliser dans la sous-région, on va prendre par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Vous consultez aujourd'hui au CHU de Cocody, on va vous ouvrir un dossier. 2 semaines après, vous allez à Mans en mission, vous tombez malade, vous allez au CHR de Mans, on va vous ouvrir un nouveau dossier. Donc, ça va vous faire 2 dossiers pour la même personne et parfois, vous n'aurez pas forcément les mêmes informations dans ces 2 dossiers-là. Et donc, le médecin qui vous voit en deuxième lieu à Mans n'a pas forcément l'historique de la consultation précédente que vous avez eue 2 semaines avant ou un mois avant au niveau du CHU de Cocody. Donc, l'idée de la digitalisation, c'est de pouvoir mettre en réseau tous ces établissements sanitaires-là, de sorte à ce que l'information sanitaire, par exemple les antécédents des patients puissent être facilement consultables et qu'aussi on puisse mieux les stocker. Parce qu'à un moment, les dossiers physiques, ça pose des problèmes au niveau de nos établissements sanitaires. Voilà. Merci Samuel. Je comprends visiblement qu'au regard en fait, la définition que vous donnez, la digitalisation est indéniable. Il y a que des bienfaits avant de passer en fait du matériel aussi au digital. Et puis avec aussi tout le système de collecte des informations et de permettre à ce qu'on puisse à tout moment se reconnecter en fait à ce système-là pour une meilleure traçabilité, une meilleure prise en charge de ces patients. Alors, cela dit, je pense que étant tous d'accord en fait sur au fait qu'il faut qu'on procède à la digitalisation et sachant pertinemment que nos systèmes de santé en Afrique, de façon générale et singulièrement en Afrique subsaharienne, qui sont, on va dire, sensiblement très proches, on a aujourd'hui un déficit ou une insuffisance dans tout ce qui est implémentation liée à la digitalisation. Aujourd'hui, je prends vos différents avis. Qu'est-ce que vous pensez quand on essaie d'implémenter, quels sont les types d'outils, par exemple, qu'on peut utiliser, qui soient très simples à implémenter, sachant aussi pertinemment qu'on a des populations qui sont majoritairement analphabètes et donc qu'on a mal à s'approprier à ces différents outils. Qu'est-ce que vous pensez comme outil de digitalisation, par exemple, qu'on peut implémenter et pourquoi dans notre contexte? Moi, d'abord, pour aller, si tu permets, si ça je permets, pour aller dans ton sens, déjà, j'ai oublié quand même de faire une précision qui est importante, hein, vu que
j'ai dit que j'étais en poste à l'OMS. Alors, les avis ou les positions que je prenne sont des positions personnelles, hein, et ne reflètent aucunement les positions de l'Organisation mondiale de la santé. Je pense que c'est très important à préciser. Donc, sur la digitalisation, évidemment, c'est un volet que nous appuyons ici en Côte d'Ivoire au niveau du ministère de la Santé. Mais moi, mon expérience m'amène à être assez prudent, vu l'état de nos infrastructures. Et je pense que tu l'as dit un peu, on a des populations et même des professionnels de santé qui ne sont pas totalement au fait de ces outils-là. Quel que soit l'outil informatique ou l'application digitale qu'on utilise, il y a un être humain derrière. Il y a un être humain qui fait la manipulation. Et moi, je pense que le plus important, peut-être qu'on en parlera plus tard, c'est qu'au niveau des acteurs du système de santé, on soit conscient ou on soit engagé dans l'utilisation de l'information sanitaire. Voilà. Serge a parlé tout à l'heure du dossier du patient. Si un médecin, au temps du dossier physique, si je peux m'exprimer ainsi, ne prend pas soin de remplir correctement les antécédents du patient, ce n'est pas sur un ordinateur qui le fera. Ouais. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense que la digitalisation va venir tout résoudre. C'est un formidable outil, c'est une formidable technologie, mais il faut que nous, les êtres humains, nous, les professionnels de la santé, nous puissions être, comment je vais dire, véritablement engagés sur mettre à disposition les informations sanitaires, que ce soit les antécédents des patients, l'examen clinique qu'il faut faire correctement pour pouvoir poser un diagnostic. Parce que je parle sous le contrôle de Serge jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des logiciels qui vont nous permettre, même avec le dossier patient informatisé, de poser un diagnostic ou d'émettre des hypothèses diagnostiques. Ça va toujours revenir au médecin ou à la limite à l'infirmier ou à la sage-femme, quel que soit l'outil informatique ou l'application digitale qui lui sera mise à disposition. Donc, je pense que l'être humain doit rester au centre de tout. Maintenant, en termes d'outils, on a eu beaucoup d'avancées. Par exemple, je crois qu'au niveau de nos collègues qui sont spécialistes dans la vaccination, ils ont mis en place ce qu'ils appellent le carnet de santé je crois, digital, où ils envoient des SMS aux mamans pour leur rappeler qu'à telle date, il faut que l'enfant soit vacciné pour la 2e dose, 3e dose de polio. Même pour les consultations prénatales, je crois qu'il y a aussi ces outils-là qui sont en train d'être mis en place. Et le simple téléphone portable permet de pouvoir, parce qu'on a un taux de pénétration du téléphone portable en Côte d'Ivoire qui est très important, et ça permet de pouvoir toucher véritablement les populations les plus éloignées. Merci Samuel. Et tu touches un point qui est extrêmement important. Je veux dire, l'approche liée au fait qu'il y ait les hommes derrière. Et donc, avant d'implémenter un processus particulier lié à une digitalisation parfaite, il faut que les hommes aussi qui sont derrière et ceux mêmes qui vont utiliser puissent connaître et s'approprier. Donc, simplement, tu touches la question de la sensibilisation et c'est bien. Et aussi de proposer des outils qui sont très simples, adaptés à notre contexte, comme les téléphones portables, qui peuvent optimiser. Je pense que Serge, tu es aussi dans la même direction avec Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Samuel vient de dire. Je vais aussi compléter sur ce qu'il a dit en ce qui concerne la formation ou l'éducation des professionnels de santé, même à l'outil informatique. Donc, aux États-Unis, si on a des filières éducatives à l'université où les étudiants qui viennent peuvent apprendre, par exemple, la digitalisation des services de santé. Donc, il y a ce qu'ils appellent des filières, par exemple, qui s'appellent Health IT, donc c'est-à-dire les technologies de la santé. Voilà. Donc, là où ils viennent et ils sont formés à l'utilisation non seulement basique de comment rentrer les informations, comment sécuriser, mais le plus important aussi, c'est comment le faire de façon sécurisée et de façon correcte. Parce que
on peut digitaliser les informations, mais si les informations qui sont rentrées dans le système sont des informations erronées, ça peut poser encore plus de problèmes. Donc ça, c'est cet aspect-là qu'il faut garder à l'esprit. Donc, il y a tout un écosystème qu'il faut bâtir autour de cette digitalisation, c'est-à-dire créer des filières depuis l'université, que ce soit des étudiants en médecine ou bien même des étudiants qui sont en computer science, en filière informatique, créer des formes de modules de formation pour dire, écoutez, vous êtes programmeur, mais aussi apprenez à utiliser cette manière de programmer-là pour les services de santé. Donc, ça, c'est un aspect très important à ne pas négliger. En ce qui concerne les outils, je veux dire, bon, je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, mais il y a vraiment un grand nombre de compagnies privées qui ont déjà développé des outils qui peuvent être adaptés au contexte ivoirien. Il y a même ou africains, il y a même des outils qui sont open source qu'on peut utiliser pour le faire. Mais en le faisant, il faut aussi s'assurer que ce travail-là est fait par des informaticiens et non par des médecins ou des sages-femmes qu'on met pour dire, écoutez, voici un outil. Parce que l'un comment on dit ça, des problèmes auxquels on fait face aussi aux États-Unis, c'est le problème de ransomware. Donc, c'est au fait Pardon? Non, c'est le problème de ransomware. C'est-à-dire, c'est des gens, par exemple, qui se rendent compte que l'hôpital, disons, par exemple, l'hôpital de Cocody, tout le système de service est informatisé, plus rien ne se fait maintenant par papier. Et en utilisant des virus informatiques, vont s'infiltrer dans le système et bloquer tout le système. Et une fois que le système est bloqué, ce qu'ils vont faire maintenant, c'est de demander des rançons. Ils disent, versez-moi $1 million, sinon j'ai introduit mon virus et plus rien ne fonctionne. Voilà, donc, le ransomware, ça c'est... Et donc, quand vous installez un système de digitalisation, vous aussi assurez que derrière, vous avez une équipe informatique qui va sécuriser ce système-là, de telle sorte que les données des patients ne sont pas volées par d'autres personnes, ou bien même que votre système n'est pas bloqué, parce qu'il y a un petit malin qui vient bloquer ou mettre un virus. Donc, les cyberattaques aussi, c'est un truc qu'il faut préserver. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire pour pouvoir faciliter cette digitalisation-là. Je pense que Serge a touché un problème très important. Et j'ai vu dans le chat qu'on a un collègue qui a réagi quand j'ai donné, par exemple, l'exemple de Chute Cocody et de CHR de Mans. Excusez-moi. Ici, on touche la question des données à caractère personnel. Alors, si au niveau du système de santé, au niveau du ministère de la Santé, on part sur la digitalisation, ça va poser de la question, comme il a dit, de qui est autorisé à consulter les données à caractère personnel des patients. A priori, si on part sur la base de la déontologie médicale, c'est le médecin. Mais comme Serge a dit, comment on va s'y prendre? Est-ce qu'au niveau de l'hôpital, ces données-là seront, j'ai envie de dire, protégées et ne seront pas consultables d'un ordinateur X? Donc, ça veut dire qu'il y a un dispositif, et comme il a dit, c'est des informaticiens, il y a un dispositif de protection qu'il va falloir mettre en place pour ne pas que de chez moi, je puisse avoir accès aux données des patients du CHU de Cocody ou du CHR de Korogo. Et donc, il y a aussi des questions, peut-être après on va revenir sur les piliers du système de santé, il y a des questions de gouvernance, il y a des questions de législation. Il faut pouvoir légiférer sur la question. Entre le secteur privé et le secteur public, comment ça va se passer? Donc, c'est pour ça que moi, avec ma petite expérience, je suis très, très, très prudent sur ces questions-là, parce que derrière l'arsenal réglementaire, l'arsenal législatif, parfois, on n'y pense pas trop. On se rue sur les propositions, sur les technologies qui nous sont proposées, et Dieu seul sait que le ministère de la Santé reçoit un certain nombre de propositions dans ce domaine. Mais sur les aspects législatifs, sur les aspects réglementaires, sur les aspects de déontologie, si on y prend garde, on risque d'avoir certains soucis.
Et nos concitoyens deviennent de plus en plus informés sur leurs droits en matière de santé et même dans d'autres domaines. Donc, il faut vraiment avancer prudemment sur ces questions. Très bien. En tout cas, à vous entendre parler, je retiens deux points qui sont très essentiels. Le premier point, c'est d'abord comprendre, cerner l'écosystème. Avant de parler d'une quelconque digitalisation, donc dans l'écosystème, il faut prendre en compte la question sécuritaire, c'est-à-dire comment on va gérer les données à caractère personnel. C'est extrêmement important, qui peuvent être très sensibles. Et puis, deuxième élément qui est important, c'est le cadre réglementé dans lequel on doit évoluer, parce qu'il ne faudrait pas que, voilà, je vais dire, aujourd'hui, on s'adonne à l'implémentation tout azimut, en fait, des différents outils de digitalisation ou de solutions, et se retrouver par la suite à être inondé et que les choses aillent dans tous les sens, sans un cadrage réglementaire. En tout cas, c'est extrêmement intéressant, et je pense que sur la base, en fait, de ces deux éléments qui sont très, très, très importants, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire de très simple? Là, pour rentrer vraiment dans le concret, par rapport à nos systèmes de santé qu'on sait en griffe, relativement précaires, on ne va pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que, concrètement, dans tout ce qu'on appelle digitalisation, on peut utiliser et puis implémenter, qui prennent en compte, par exemple, la problématique des déficits budgétaires, qui prennent en compte la problématique on va dire, la relative pas bonne pénétration de l'informatique chez nous, aussi, voilà, la gestion de toutes ces données qui sont personnelles. Qu'est-ce qu'on peut faire de simple, mais efficace pour permettre même de répondre à notre question qui est comment accélérer la digitalisation chez nous afin d'optimiser tout ce qui est prestations de santé? C'est ouvert. Donc, moi, ma solution, je regarde sur le modèle américain parce que c'est ici que j'ai été formé. Tout vient du gouvernement fédéral. Donc, dans la loi américaine, il est institué que tout service de santé doit avoir ce qu'on appelle EHR ou Electronic Health Record ou Electronic Medical Record. Donc, ça, c'est la loi. Donc, si vous ouvrez un cabinet dentaire ou un cabinet médical ou une clinique ou un hôpital, vous avez absolument l'obligation pour pouvoir avoir même votre licence pour pratiquer. C'est obligé d'avoir Electronic Health Record. Et aussi, si vous voulez avoir le papier, ça, c'est votre problème. Mais c'est obligé. Donc, en général, ce que les hôpitaux font ou les cliniques font, ils ont les deux. Donc, ils ont le papier au cas où le système est bloqué. Et puis, ils ont le côté digital. Là, c'est la première chose. Donc, que ça devienne partie de la loi, maintenant, tout le monde est obligé de le faire. Maintenant, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Combien est-ce que les gens viennent, combien est-ce que ça va coûter à une petite clinique qui est située peut-être à Djamé de pouvoir s'offrir un système digital et tout ça? Donc, ça, c'est des choses qui peuvent négocier. Mais déjà, pour commencer, c'est comme on dit, la vitesse de limite, c'est 120 km/h sur l'autoroute. Celui qui va au-delà des 120 km/h, il est en infraction. Donc, c'est comme ça on dit maintenant, tous les hôpitaux doivent avoir un système de stockage de données médicales de tous leurs patients de façon informatique. Voilà. Et on leur donne 6 mois ou 1 an ou peut-être 24 mois pour le faire. Et on leur donne aussi des facilités de pouvoir le faire. C'est-à-dire soit peut-être s'il y a un contrat avec des compagnies informatiques et des trucs comme ça. Voilà. Et aussi des critères. Donc, une fois que ça c'est fait, ça peut déjà commencer à faire changer la mentalité et puis aussi permettre d'accélérer ce processus-là. Et pour digitaliser, bon, c'est pas très, très compliqué, hein. Il y a plein de pays qui le font. Et ici aux États-Unis, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, si vous refusez de le faire, non seulement vous vous exposez, vous enfreignez la loi, mais aussi vous ne pouvez pas recevoir des patients dont la couverture d'assurance est faite par le gouvernement fédéral, c'est-à-dire Medicare ou Medicaid. Donc, c'est un patient qui a une assurance gouvernementale, vous ne pouvez pas le recevoir. Vous pouvez le recevoir, mais si vous envoyez la facture, ils ne vont pas payer parce que vous n'avez pas rempli ces conditions. Donc, c'est un peu ce genre de truc-là. Donc, tout commence, je dirais, par la loi. Si la loi dit c'est ce qu'il faut faire, déjà, ça résout à moitié le problème. Maintenant, il faut mettre les moyens pour permettre aux petites structures de s'offrir cet outil digital-là. Voilà. Et puis, on va commencer par là. Quoi.
Samuel? Alors moi, je vais revenir sur ma position antérieure. Hein. Moi, je suis très prudent sur ces questions. Je pense que dans notre contexte, il faut y aller, quand on parle du pays hein, que nous connaissons le mieux, il faut y aller vraiment de manière progressive. J'ai eu l'avantage de travailler sur les questions de e-santé. Je vais globaliser des questions de cybersanté, e-santé déjà depuis 2012. Je pense que le défi majeur pour le ministère de la Santé, et ce n'est même pas valable seulement pour la santé, pour la digitalisation, c'est de comprendre que, je pense que les choses sont en train de s'améliorer, mais c'est de comprendre qu'il faut absolument passer par la multisectorialité. L'environnement de digitalisation, l'environnement d'informatisation de manière institutionnelle, il n'est pas dévolu au ministère de la Santé, il est dévolu au ministère de l'économie numérique. Donc, le ministère de la Santé doit s'approcher du ministère de l'économie numérique pour dire qu'est-ce que vous avez prévu en matière de digitalisation en général pour le pays. Et voilà ce que nous avons dans le cadre de la santé. C'est un peu la même chose que pour la décentralisation. On avait une loi de décentralisation depuis 2003 qui touche tous les secteurs pilotés par le ministère de l'Intérieur. Maintenant, les ministères sectoriels doivent venir pour travailler avec le ministère technique qui est concerné. Plusieurs collègues ont donné des exemples qui sont déjà très, très bien utilisés en Côte d'Ivoire. Je pense déjà que je parle sous le contrôle. Peut-être quand on va arriver aux questions, ils pourront apporter des éclaircissements. Sur la question de la surveillance épidémiologique, je pense que la digitalisation a fait un bond phénoménal, ne serait-ce qu'avec le téléphone portable. Les alertes, on trouve, je dis n'importe quoi, on trouve un cas suspect de paralysie flasque quelque part à Bloléquin. Automatiquement, l'infirmier, il envoie un SMS. Déjà au district, à la région et puis à la direction du père à Abidjan. Rien que ça déjà. Mais je crois que maintenant, ils ont des tablettes et tout ça. Donc, sur la question de surveillance épidémiologique, où la réactivité du système est importante pour pouvoir contenir, pour pouvoir maîtriser l'épidémie et empêcher la flambée des cas, la digitalisation a un apport indéniable. Parce que dans ce genre de cas-là, il faut être très réactif. Vous avez vu le cas, je crois qu'on a un collègue, je ne sais pas s'il est connecté, docteur Serge Abo, qui me parlait il y a 2 ou 3 jours d'une nouvelle approche au niveau des spécialistes des urgences sanitaires. 7-1-7, c'est-à-dire pouvoir, je crois, réagir en 7 jours, préparer la réponse en 1 jour et puis contenir l'épidémie en 7 jours. Mais ça nécessite fortement une préparation au niveau du ministère avec des outils digitaux. Et donc, dans le cadre de la vaccination, dans le cadre des consultations prénatales, dans le cadre aussi, je pense que dans d'autres domaines, on a déjà cette avancée-là. Maintenant, comme quelqu'un l'a dit, c'est vrai que sur le téléphone, on a des avancées, on a un taux de pénétration qui est très important, mais l'utilisation même de l'outil informatique, là, ça pose problème. L'interconnexion des établissements sanitaires. Je prends ne serait-ce que le cas d'Abidjan. Le cas d'Abidjan. Le CHU, dans l'organisation de la pyramide, c'est l'hôpital tertiaire. C'est-à-dire que si on respectait bien la référence, on va d'abord au centre de santé du quartier, après on est référé. Mais il faut qu'à un moment, on puisse avoir cette interconnexion-là entre ces établissements sanitaires. Pour que dès que je vois le malade au CSU d'Angré, je puisse déjà, si je dois le référer, je puisse déjà envoyer l'information aux spécialistes du CHU d'Angré. Pour dire, ah, j'ai tel cas, ou bien même si je ne dois pas évacuer le malade, ne serait-ce qu'avec la télémédecine, ah, j'ai tel cas, cher collègue, j'ai tel cas, voilà, le patient, il est comme ci, comme ci, comme ça, je t'envoie ces images radiologiques. Quel est ton avis? Et puis, le spécialiste de radio, il vous répond. Mais ça, comme l'a dit Serge, ça nécessite une architecture derrière. Et l'architecture qui est derrière, ce n'est pas le ministère de la Santé qui va l'installer. Parce qu'on n'est pas informaticien. Nous, on soigne. Voilà.
Donc, il y a une collaboration entre les ministères qui est nécessaire, qui est obligatoire. Et c'est le ministère de la Santé qui est le demandeur, on va dire, qui doit comprendre ça et aller vers les spécialistes de tout ce qui est technologie. Juste pour répondre sur cet aspect-là, Samuel, je ne te coupe pas la parole, mais ce que tu dis est très, très important. La connectivité entre les différents services. Là, par exemple, moi, j'ai entendu des histoires du genre où le patient va à la clinique du quartier et on lui dit, ben, monsieur, vous avez un cas urgent, allez-y au CHU. Bon, il y a 3 CHU à Abidjan, je crois, hein, Cocody, Oui, Treichville, voilà. 4. 4, OK. Et le Avec 4e, c'est André. Angré, voilà. Et à Angré. Alors, on lui Et puis, il dit, y a rien. voilà, OK. Donc, on lui dit, va au CHU. Bon, monsieur, il habite peut-être à Cocody, donc il se rend à Angré. Il arrive à Angré, on dit, ah, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Voilà. Alors que, Il y a un avec temps. l'intégration de ces systèmes-là, le médecin qui est basé à Cocody aurait pu appeler pour dire, hey, j'ai ce malade-là qui arrive. Est-ce que vous avez de la place d'abord pour commencer? Voilà. Est-ce que vous avez le personnel pour pouvoir le traiter? C'est ça. Donc, pouvoir communiquer, se dire non, il n'y a pas de place ici à Angré, Yopougon serait plus adapté. On appelle Yopougon pour le faire savoir qu'on a tel malade. Il y a une ambulance qui vient le chercher, qui arrive. Et donc, quand le patient arrive, l'équipe est déjà prête pour le recevoir. Comme ça nous évite de perdre du temps. Le médecin de garde sait qu'il y a un patient qui est dans une ambulance qui arrive dans 20 minutes parce qu'il y a un système GPS, on sait les embouteillages, comment on peut arriver à la destination. Et dès qu'il arrive, la prise en charge est automatique et ça sauve des vies. Donc, ce que Samuel dit, c'est absolument vrai parce que ça va tellement faciliter le travail de pouvoir communiquer d'un hôpital à un autre ou d'une PMI à un CHU. Voilà. Donc, c'est des choses super simples. Avoir un téléphone ou un SMS, un système de SMS où on peut envoyer un texto à la réception du CHU pour lui dire on a un cas malade, il est en train de souffrir d'un arrêt cardiaque ou il a un AVC. Est-ce qu'il y a un chirurgien sur place pour faire une opération? Est-ce que les sages-femmes sont là? Est-ce qu'il y a une table d'opération disponible? Parce qu'on se retrouve que, moi j'ai un ami qui est, enfin, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a un monsieur qui est décédé comme ça. Il était, je crois qu'il a fait un AVC, on l'a envoyé à la clinique, d'abord à la clinique Farah. On dit il faut payer 1 million pour qu'on puisse le revoir. Donc, ils ne lui pas l'argent. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Yopougon parce que, bon, là, il arrive à Yopougon, il n'y a pas forcément quelqu'un qui s'occupe de lui. Et c'était vraiment un vrai désordre. Il a perdu la vie, malheureusement, mais c'est des problèmes qui sont récurrents et on sait comment les résoudre. Je veux dire, envoyer un texto. Quand on veut sortir, aller faire la fête avec des copains, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un texto au groupe. Voilà, écoute, on se retrouve dans tel restaurant ou dans tel bar. C'est des choses qui peuvent être appliquées sur notre service de boulot. Voilà. C'est parfait. Peut-être, Samuel, juste peut-être pour récapituler et puis avoir une petite conclusion avant de passer au prochain. Un autre point? Oui. Non, déjà, je pense que il y a de la réflexion à faire. Il y a de la réflexion. Moi, j'ai eu la chance dans mon parcours d'être à la direction de la planification, de la prospective et de la planification. Donc, on avait pour mission justement de se projeter, on va dire ça comme ça, hein, de manière très modeste, de se projeter un peu dans l'avenir et puis de faire des propositions. Mais parfois, malheureusement, je le dis, je ne fais pas de politique, parfois, malheureusement, les agendas ne concordent pas. Il y a des choses qui méritent d'être mûries d'abord avant de s'y lancer. Il y a tellement d'implications, comme Serge l'a dit dans ces questions-là, et il y a tellement d'importance. On perd tellement de concitoyens pour des retards. Je vois Dr Noyo Théodore, un ami de promotion qui est gynécologue à Buyo, qui est connecté, il le vit mieux que moi. Pour les femmes, ne serait-ce qu'à évacuer pour des hémorragies, par exemple, au cours de l'accouchement et tout ça. Mais on n'arrive même pas à avoir l'information sur, comme il a dit, sur la disponibilité d'un lit au niveau de l'hôpital de référence, alors que la femme, elle est déjà enseignement. Donc, il y a vraiment une réflexion à faire, à mener pour que ces hôpitaux-là puissent être interconnectés. Et même avant même l'interconnexion, dans l'organisation même des hôpitaux, les médecins ont droit à un forfait de télécommunication. Ça, je précise que je ne fais pas de politique et moi, je critique sur des faits, sur ce qui existe.
Dans les budgets, il y a une ligne pour la communication qui est donnée aux médecins pour qu'ils puissent appeler le niveau supérieur et justement ne serait-ce que poser cette question-là. Il y a une ligne pour les ambulances, etc. et tout ça. Et donc, c'est des choses qu'on doit pouvoir organiser. Mais il faut pouvoir s'asseoir avec les professionnels, les prestataires, avec les techniciens, les spécialistes de tout ce qui est digital pour pouvoir faire cela. Très bien, merci. Juste, Serge, avant que peut-être tu termines, un petit ouvrir une petite lucarne. On est d'accord que vous avez fait deux propositions très concrètes. La première est liée à la loi qu'il faut regarder de prime abord pour permettre déjà qu'à la base, les gens intègrent en fait tout ce qui est processus de digitalisation, d'une part. Et deuxièmement, par exemple, un exemple très concret qui correspond à notre contexte, l'interconnectivité entre les établissements de santé. Et on sait que beaucoup d'avantages en découlent. Et j'ai envie, par exemple, entre autres, peut-être Serge et puis Samuel là-dessus, est-ce que ces différents tableaux que vous venez de présenter ne peuvent pas être des opportunités entrepreneuriales, une opportunité dans des opportunités entrepreneuriales, sachant qu'on a nos dirigeants qui sont souvent un peu au prou, pas très, vous voyez, un peu lents ou ne comprennent pas forcément cette problématique ou souvent mettent toutes les propositions qui sont faites dans les tiroirs, on va dire, en griffe. Est-ce que les initiatives privées, des individus, peuvent pas saisir cette situation comme étant une opportunité pour la transformer en idée de business implémentée et puis permettre d'apporter un point important à l'amélioration, tu vois, de la prise en charge des patients de façon générale. Votre avis sur cette question? Moi, je dirais déjà même que avant d'aller sur le privé, au niveau même du secteur public, j'ai beaucoup de peine en tant que national en voyant cela. Parce que moi, je reste convaincu qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. L'image est relativement simple. Projetons-nous ce qu'on voit dans le secteur privé. Qu'est-ce qui empêche que ça soit fait dans le secteur public? Voilà la question, hein, tout simplement. Quand on va dans une clinique PISAM, Farah, qu'est-ce qui empêche de manière objective qu'on ait cette organisation-là dans le secteur public? Parce que nous, on a fait des études, des enquêtes, des petites enquêtes pour ça. 50 à 60% des prestataires dans le secteur privé sont en fait des fonctionnaires. Donc déjà, sur la question que je parlais tout à l'heure de la ressource humaine, ça ne se pose pas. Puisque le monsieur de 8h à 14h, le chute Cocody, et de 14h à 18h, il part à la PISAM. Mais qu'est-ce qui fait qu'au chute Cocody, il a tendance à... Il n'a pas le même comportement. Vous voyez un médecin en général. Vous voyez un médecin au public, un médecin au privé. Le même médecin, vous le voyez au public et au privé, parfois, ce n'est pas la même personne. Mais parce que dans le secteur privé, il y a une organisation qui a été mise en place. Ce n'est même pas forcément en termes d'investissement financier, mais c'est en termes même d'organisation, d'importance, de gestion des intrants. Voilà. Donc, il appartient au ministère de faire cet effort-là. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des pays. On en revient aux questions de gouvernance. Vous prenez par exemple un technicien de laboratoire, un technicien d'imagerie qui a une boîte de 100 clichés. Il n'est pas payé par cliché qu'il fait. Son salaire est une charge fixe. Il a peut-être 100, 200 000 par mois. Qu'il fasse 20, 30, 40, 50 clichés, ça n'a aucun impact sur son salaire. Donc, il aura tendance à ne pas faire attention. Mais quand il passe au privé, il est rémunéré sur l'acte. Il est rémunéré à l'acte. Et il y a quelqu'un dans l'organisation de la clinique qui surveille que le gars, il fait effectivement de bons clichés. Sur la boîte de 100, il fait au moins 80, 90 bons clichés. Donc, il y a véritablement une organisation à mettre en place et c'est possible
ne serait-ce que CHU, CHR, hôpitaux généraux. Parce que déjà, c'est dans les villes et les dispositions, grosso modo, les dispositions techniques, elles sont là. C'est en dessous de l'hôpital général, quand on descend en milieu rural, que ça peut être éventuellement un peu plus compliqué. Merci. Samuel, s'il te plaît. Je pense que c'est un point qui est très pertinent pour pour le secteur public. Vraiment de réorienter, en fait, de regarder à nouveau la gouvernance qui consiste, par exemple, à primer sur la performance, etc. Donc, des petites solutions qui existent déjà dans le privé qu'on peut transférer dans le public. Serge, peut-être ton point de vue sur peut-être l'aspect privé, comme il a abordé Oui, lui, le oui, les public, toi, sur opportunités, l'aspect oui, donc privé. la question initiale, c'était les opportunités entrepreneuriales pour tous ces déficits dont on a pu observer. C'est vrai que les opportunités entrepreneuriales existent et je pense que les gens devaient en prendre avantage. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la législation ne les accompagne pas. Si, par exemple, vous venez me voir dans une clinique, vous me dites, ah, monsieur, nous avons un système informatique, on aimerait mettre ça pour votre système de votre clinique. Moi, je le regarde, je lui dis, qu'est-ce que je gagne à faire cela? Donc, la loi ne m'oblige pas à le faire, parce que si la loi m'oblige à le faire, si je ne le fais pas, j'aurai des pénalités, des amendes. Donc, rien ne me contraint à faire cette digitalisation. Maintenant, le problème aussi qu'on a, c'est que les résultats de cette digitalisation-là, pour ceux qui le font bien, ne sont pas publiés. Par exemple, pour un hôpital comme, je ne sais pas, la PISA, mais ici, je ne sais pas s'il y a un système comment on dit ça, digital ou pas, mais je veux dire, pour un hôpital ou bien même une compagnie qui sous-traite avec la PISA pour le système digital, ça peut être des opportunités de marketing de dire, écoutez, avant que la PISA ou avant que la clinique, l'indénié ne digitalise son système, il voyait environ, je dis, bon, il dit un truc banal, 500 patients par semaine. Voilà, ou bien 500 patients par jour. Voilà. Et depuis que la digitalisation a été faite, nous sommes passés de 500 patients à 900 patients, ce qui fait une augmentation considérable de notre volume de patients qu'on a vu. Et donc, le revenu que cela a généré, on est passé peut-être de 5 millions de francs CFA par jour de revenus à maintenant 7,5 millions. Ça, c'est concret. Donc, le clinicien qui est là-bas, qui s'est dit, bon, écoute, parce que qu'on ne le veuille pas, le système de santé, c'est un business. Donc, tu ouvres ta clinique pour tenir compte des patients, mais aussi, il faut que tu puisses générer du revenu pour que tu puisses payer tes médecins, tes sages-femmes, garder la lumière ouverte, peut-être même acheter de nouveaux matériels et tout ça. Donc, si on a les données qui montrent que la digitalisation permet d'accroître les performances d'un hôpital, sauver des vies, accélérer la prise en charge des patients et réduire le coût de la santé en général, les gens vont commencer à y adhérer. Et il faut des exemples concrets pour le faire. Donc, ça, c'est un autre aspect qu'il faut tenir en considération. Parce que les gens viennent avec des solutions, le médecin te regarde et te dit, bon, ça qu'est-ce que ça va faire pour moi? En quoi est-ce que ça m'arrange? Voilà. Mais si tu arrives à lui de montrer que en implémentant cette stratégie, ça va te permettre de gagner du temps, ça va te permettre d'avoir plus de patients, ça va te permettre d'augmenter ton revenu, ça va te permettre de payer mieux tes employés, ça va te permettre d'acheter de nouveaux équipements qui vont permettre de rendre ton système plus performant et ça va te permettre d'être une référence en matière de santé dans ton quartier ou dans la ville ou dans le... Ça, c'est des choses qui peuvent aider. Et puis, l'autre aspect dont Samuel avait parlé, c'est par exemple, c'est le comportement, comment les gens est-ce que se comportent dans le public et se comportent dans le privé. Bon, je pense que la solution est simple. Hein. Tout se passe au niveau des évaluations. Malheureusement, dans notre système, on n'est pas habitué à évaluer les performances des travailleurs. On n'est pas habitué. Le docteur Touré qui vient d'arriver en force. Donc, on n'est pas, on n'est pas habitué à évaluer les performances des travailleurs. Peu importe le boulot que vous faites, à la fin du trimestre ou la fin de l'année, on a performance evaluation. Vous avez poste de sage-femme, vous avez un poste de médecin. OK. D'abord, on va évaluer votre ponctualité, la véracité ou bien de votre, comment on dit ça, de vos diagnostics, combien de patients vous voyez par jour,
à quelle heure est-ce que vous arrivez, à quelle heure est-ce que vous partez. Donc, la digitalisation permet aussi de regarder tous ces aspects-là. Ce qui fait que le directeur de l'hôpital ou le chef du département, à la fin du mois, il regarde, écoutez, nous sommes un service de 20 médecins, 50 sages-femmes. Et quand on regarde, on a vu seulement que 1000 patients. Et quand on compare avec une autre institution qui a le même personnel que eux, ils ont vu 3000 patients. Comment ça se fait que nous, avec le même nombre de personnel, on voit 1000 patients et ils voient 3000 patients? Donc, le problème peut se poser à plusieurs niveaux. Maintenant, c'est une manière de dire, en tant que chef de département, de dire, écoutez, notre performance est en deçà de la norme, qui devait peut-être être 2500 ou 3000, je ne sais pas. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette performance-là? Et maintenant, tu regardes où est-ce qu'il y a un problème. Est-ce que c'est le technicien qui a regardé que 3 clichés ou radios au lieu d'en voir 10 dans la journée, alors que… Donc, on interpelle ce mec-là, on lui dit, écoutez, avec la formation que tu as, avec l'expérience que tu as, ce n'est pas 3 clichés que tu devrais pouvoir revoir à la fin de la journée, mais plutôt 30. Donc, soit tu te mets en ordre, soit tu trouves un boulot ailleurs. Voilà, donc quand on met les gens devant leurs responsabilités, vous dites, écoute, avec la formation que tu as reçue, voilà, tu dois pouvoir faire ce travail-là. Tu as tous les outils à ta disposition. Donc, si tu ne le fais pas, soit tu triches et du coup, entre guillemets, tu es en train de voler le système. Et donc, ou soit on embauche quelqu'un d'autre pour faire le boulot qui peut le faire. Donc, c'est une question de, ce qu'on appelle aux États-Unis, accountability. Moi, par exemple, avant de passer mon agrégation, je fais une petite recap rapidement. Mon système d'agglomération aux États-Unis reprend à 3 critères. Donc, le critère de la recherche, qu'est-ce que tu as publié comme article scientifique? La qualité de ton enseignement, c'est-à-dire chaque semestre, les étudiants vont m'évaluer. Alors, est-ce que le docteur Affili arrivait à l'heure? Est-ce que quand il expliquait ses cours, tout le monde comprenait? Est-ce que quand il corrigeait les examens, il a fait de façon impartiale et qu'il n'a pas fait de favoritisme? Et ça, c'est durant les 5 ou 6 années qui vont conduire à ta intégration. Donc, on évalue tout ces trucs-là avant de te dire si tu qualifies. Et puis, le troisième aspect, c'est le côté service. Comment est-ce que tu es impliqué dans la communauté, quelles sont les actions professionnelles avec les associations de pharmaciens et tout ça, blablabla. Donc, il y a un certain type comment on dit ça, d'accountability, une évaluation de performance qui est faite chaque année. Et mon boss m'appelle, me dit, écoutez, tu as bien fait cette année, continue comme ça. S'il y a des déficits, on s'assoit et il me fait dire, écoutez, il faut que tu améliores ceci ou que tu rendes peut-être ce cours un peu plus clair parce que les étudiants se plaignent. Donc voilà. Donc quand il y a un système qui est mis en place qui permet aux gens de le mettre devant les faits et devant les responsabilités et les conséquences qui viennent avec, je crois que les mentalités changent. Merci Thierry. Alors, Samuel, si tu permets, mhm. étant donné qu'on a encore d'autres points à aborder, je pense que la partie digitalisation, en fait, déchaîne des passions et c'est vraiment à juste titre. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire, mais permettons de progresser en fait sur le point suivant qui lui est relatif à la couverture maladie universelle et ses défis majeurs. On note notamment que dans la sous-région, il y a beaucoup de pays qui sont en train de partir vers ce qu'on appelait la couverture maladie universelle. Il y a plusieurs, en l'occurrence 2 systèmes qui se font face. Il y a un système qui aura en fait pour vocation à avoir des modes de prise en charge qui vont privilégier la logique assurantielle, c'est-à-dire des prestations qui sont versées à des individus qui sont assurés, face à un autre modèle qui, lui, plutôt dans une logique assistentielle. Donc, les prestations sont versées aux individus qui en ont besoin. Donc, je pense que c'est dans le deuxième volet qui, aujourd'hui, permet à nos différents États de pouvoir réfléchir à la question de cette protection sociale, mais qui soit adressée au plus grand nombre, d'où la couverture maladie universelle. C'est quoi, je vais dire, peut-être Samuel, Oui. la question est destinée, pour que tout le monde soit au fait, qu'on soit dans le même cadre de discussion, la couverture maladie universelle, qu'est-ce qu'on attend par couverture maladie universelle? Je pense qu'à partir de là, maintenant, on pourra se projeter sur… Oui. Alors, merci Jules pour ce chapitre-là. Alors, là, je vais prendre la casquette OMS
c'est un point très important. Un point très important parce qu'au niveau de l'OMS, on parle de couverture sanitaire universelle, Universal Health Coverage. En général, quand les pays parlent de couverture maladie, ils ne parlent que du dispositif d'assurance. Alors que pour l'OMS, ce à quoi l'OMS encourage les pays, c'est d'aller vers la couverture sanitaire universelle. Et c'est un des objectifs de développement durable, je crois le 3.8.1 et le 3.8.2. Alors, il y a deux principes, on va dire trois principes fondamentaux. Le premier, c'est qu'il faut que les services soient disponibles. C'est-à-dire que tous les États doivent travailler pour que, à l'intérieur du pays, les services et les prestations soient disponibles. Lorsque j'ai un problème de santé, j'ai accès aux services. Parce que le service est le plus proche possible, dans la mesure du possible de moi. Et deuxième principe qui est très important et qu'on oublie souvent, malheureusement, quand je dis on, parfois les pays, c'est la protection financière. En tant que citoyen, je ne dois pas basculer dans la pauvreté parce que je suis obligé de faire face à mes frais de santé quand je vais à l'hôpital. Donc, l'OMS encourage les pays à travailler sur ces deux axes-là. Donc, mettre à disposition des soins de qualité et mettre à disposition, tu l'as dit, un dispositif de protection sociale pour que les plus pauvres n'aient pas à faire face à des choix, on va dire, j'ai envie de dire même existentiels. Une dame qui a 4 enfants, il y en a un qui est malade et on prend l'argent de la popote de midi pour aller les soigner. Donc, du coup, les 3 autres, ils ne mangent pas à midi et voire parfois pendant 2, 3, 4 jours. Alors maintenant, quelle est la situation? Malheureusement, c'est une question très sensible et je profite pour dire encore que je reste sur les spécificités techniques. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la loi sur la couverture maladie, elle date de 20 mars 2014. 20 mars 2014, que la loi a été votée, qui met en place la CMU, couverture maladie universelle, et qui met en place la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, qui est l'organe qui a pour mission de gérer, mais gérer le côté demande. Parce que le ministère de la Santé a la responsabilité de disponibiliser l'offre de soins. Et donc, on a une double tutelle, on a une triple tutelle. Une tutelle au niveau du ministère de la Santé, une tutelle au niveau du ministère de la Protection sociale et la tutelle financière qui est assurée par le ministère de l'Économie. Donc, voilà un peu le schéma. Mais maintenant, pour aller dans ton sens, sur les deux modèles de système de santé qui existent, système Beveridge, donc basé sur les cotisations des travailleurs, et système Bismarck, Bismarck allemand, cotisation sociale, et système Beveridge, prise en charge. Donc, en Côte d'Ivoire, on a fait les deux. Donc, on a deux régimes. On a un régime général de base, donc de régime obligatoire, qui prélève les cotisations chez les travailleurs du secteur public et du secteur privé. Et on a un régime d'assurance maladie dont la mission est de prendre en charge les populations qui économiquement ne sont pas dans les dispositions de pouvoir payer. Mais le problème, c'est qu'on est en déséquilibre, en fait, parce que la population qui peut payer, enfin, qui peut cotiser, n'est pas élevée. Les fonctionnaires du secteur privé, ça ne fait pas beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire, et même dans les autres pays de la sous-région. Et un autre point, et là, peut-être qu'on va toucher à des dispositions institutionnelles, le 1 000 francs par personne et par mois. Je précise encore que je reste sur le technique. On peut penser que 1 000 francs, c'est bas. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui ne peuvent pas payer 1 000 francs
par personne et par mois. Parce qu'on a une économie qui est à 92% informelle. Alors, je ne dis pas que l'économie informelle, tout le monde est pauvre, mais quand vous avez une économie informelle qui est à ce niveau-là, 90%, les dispositifs de prélèvement à la base sont pratiquement impossibles, puisque tout ce secteur-là n'est pas bancarisé. Vous les prélevez comment? Même Tanti Alice qui vend la tchéquée poisson, qui fait peut-être 100 000, 200 000 francs de recettes par jour, si elle n'a pas de compte en banque, vous ne pouvez pas la prélever. Donc ça, c'est une difficulté. Deuxièmement, moi, je suis au ministère de la Santé, médecin, j'ai peut-être 600 000, 700 000 par mois. On me prélève 1000 francs. Le vigile de G4S, qui a peut-être 30 000 par mois, on le prélève 1000 francs aussi. Ça s'appelle l'inéquité. Normalement, les cotisations doivent être dégressives. On dit 0, 100 000, par exemple, vous payez 1000 francs. 100 000, 200 000, vous payez 2000 parce que vous gagnez plus. 200 000, 300 000, vous payez 2500 et ainsi de suite. Pour que ceux qui gagnent plus cotisent plus. Ça, c'est le principe de l'assurance. Mais là, on n'est pas, dans notre dispositif, on n'en est pas là. Et donc, voilà déjà au niveau où ça coince. Bon, alors là, moi, je vais Serge, je vais réagir sur ce côté-là. Moi, j'ai la casquette capitaliste américaine. Voilà, donc, c'est vrai que ceux qui gagnent plus doivent cotiser plus, mais il faut trouver un juste milieu. Maintenant, est-ce que c'est ceux qui cotisent plus qui utilisent plus le système? Parce que, voilà, les gens travaillent pour gagner leur vie. C'est bien d'aider les autres, mais il ne faut pas que ça devienne une condition de codépendance, du genre, nous, on travaille et vous profitez du fruit de nos labeurs. Donc, je suis sur cotiser plus parce qu'on gagne plus, mais encore une fois, trouver un équilibre qui va faire de sorte que ce n'est pas un petit groupe de personnes. Parce que quand c'est comme ça crée un système de dépendance. Et on le voit dans les pays à fort dominance socialiste, il y a des gars qui sont juste assis là, qui attendent que le RSA tombe chaque fin du mois, qui n'ont pas envie de travailler. Hein. C'est le cas que tu vois en France, notamment dans d'autres pays. Voilà, donc parce que les gens vont cotiser, ça va venir. Et puis encore une fois, l'un des plus gros problèmes auxquels on fait face quand il s'agit de couverture matérielle universelle, c'est les besoins qui sont beaucoup plus élevés par rapport aux ressources disponibles. Okay? C'est malheureux, ça va choquer un peu de le dire, parce que ça vient du contexte africain. Moi, j'ai grandi dans une famille, on avait 7 enfants. Mais encore une fois, on est les données ont changé. Okay? La richesse d'une famille, ce n'est pas forcément le nombre d'enfants qu'on a. Okay? Mais c'est les ressources. Et donc, ce que je vais dire, ça par là, je suis en train de réfléchir, de faire attention à ce que je vais dire. Mais c'est-à-dire, souvent, il faut évaluer si on a vraiment le moyen de s'occuper de 5 enfants, de 6 enfants, de 6 enfants ou de 7 enfants. Peut-être qu'on a juste, en tant qu'instituteur, l'argent pour s'occuper juste d'un enfant. Et ça ne fait pas de vous un mauvais Africain si vous n'avez qu'un seul enfant ou que vous n'avez que 2 enfants. Parce que pour l'instant, vos moyens ou vos ressources financières ne vous permettent que de vous occuper d'un ou de 2 enfants. Donc, je pense que aussi, je dis cela par rapport au cas que Samuel a parlé avec la mère qui a 4 enfants et dont un enfant est malade. Et donc, du coup, on a obligé de prendre l'argent du papa pour s'occuper des autres. Donc, c'est un peu cette réflexion-là, cette décision-là, ces choix-là que nous devons faire. Okay? Aujourd'hui, tu travailles en tant que vigile dans une compagnie, tu gagnes 250 000 francs à la fin du mois, ta femme vend peut-être un petit commerce, elle gagne un peu 100 000 à la fin du mois. Ça vous fait 350 000 en tant que couple. Avec ce 350 000-là, de façon concrète, avec combien d'enfants vous pouvez vous occuper? Est-ce que c'est 1, c'est 2, c'est 3? Peut-être que vous avez d'autres sources de revenus, mais encore une fois, c'est de faire ces réflexions-là pour te dire, avec mes moyens que j'ai là, pour l'instant, je peux m'occuper que d'un seul enfant. Quand j'aurai un peu plus de moyens, peut-être que je ferai un deuxième, un troisième. Mais encore une fois, c'est de réfléchir. L'autre aspect aussi pour le financement de la santé. L'approche qu'on utilise en Côte d'Ivoire, malheureusement, va atteindre ses limites dans le futur. Et ça, il n'y a pas besoin d'être prophète pour le savoir. Parce que le nombre de personnes qui peuvent cotiser est réduit. Et la population ne fait que grandir. Donc moi, mon approche, elle est toute simple. C'est d'évaluer les
soit, disons, peut-être les secteurs où tout le monde est obligé de contribuer. Très simple, l'eau et l'électricité. Okay? Tout le monde, je veux dire peut-être 80, je crois maintenant 90% de la Côte d'Ivoire a accès à l'eau et l'électricité. Est-ce qu'on a pensé peut-être à ajouter une taxe santé sur la consommation ou bien sur la consommation de l'électricité? Pas une taxe santé sur la consommation de l'électricité, mais je disais par exemple, est-ce que c'est possible de récolter l'argent pour le financement de la santé en ajoutant 500 francs ou 1000 francs sur les factures de toutes les personnes? Et c'est bien écrit en ligne, cotisation santé, 1000 francs. Donc, celui qui a sa facture d'électricité de 5000, il paye 6000. Si tu as une facture d'électricité de 200 000, 205 000. Donc, comme ça, tout le monde paye les 1000 francs tous les mois et ça tombe de façon récurrente. Et donc, ceux qui sont dans le secteur informel aussi peuvent contribuer. Et quand c'est comme ça, c'est très facile de récupérer ces sous-là. Maintenant, bon, il faut s'assurer aussi que les gens de la CIE et de la CEDECI reversent l'argent au gouvernement. Bon, ça, c'est très facile à régler. Mais ça peut être de manière comme ça, un gouvernement qui n'arrive pas à récolter des sous, bah, à mon avis, ça, c'est pour une compagnie d'électricité, ça pose problème. Ça peut être une stratégie. Même encore une fois, par exemple, les achats. Nous, par exemple, même les achats en supermarché, par exemple. On peut peut-être créer un système pour dire, écoutez, sur tous les achats qui se font au supermarché, on prend 2% pour financer l'électrification rurale. Et ça, cet argent-là, que la caisse, donc passer à la fin du mois, à la fin de la journée, la caissière fait son bilan, on a vendu pour 5 millions, plus 2% de 5 millions, ça donne ce que ça donne. Et cet argent-là est additionnel à chaque fin du mois. Le supermarché transfère cet argent-là à la caisse du gouvernement qui est chargée de l'électrification rurale et on profite pour électrifier le roi. On le fait très bien pour les ponts à péage. Et donc, je crois qu'il faut trouver des stratégies intelligentes et subtiles pour faire contribuer tout le monde. Parce que si on veut compter seulement sur les fonctionnaires et sur les travailleurs qui sont dans le secteur formel, on va être à court d'argent. Donc, voilà un peu quelques suggestions. En tout cas, merci Serge. Et, vous avez trouvé en fait la transition qui, après la définition, était que qu'on parte, je vais dire, au regard des déficits qu'il y a aujourd'hui à implémenter en fait une couverture maladie universelle avec toutes ces insuffisances qu'on constate. C'est factuel ce que je dis. Donc, rentrer dans des logiques d'action corrective. C'est-à-dire, quelles sont des petites actions qu'on pourrait mener, vous voyez, afin de permettre non seulement de faire adopter, mais de faire en sorte à ce qu'on ait un système qui soit efficace. Donc, vous êtes resté dans la dynamique en fait de propositions extrêmement concrètes, parce que c'est ce qu'on souhaite. Samuel, si tu peux peut-être apporter un ou deux éléments relatifs en fait à des propositions, mais vraiment très concrètes. C'est qu'on peut faire des actions terrain efficaces pour permettre d'améliorer ce qu'on constate. D'accord. Mais merci, Julien. Pardon, Jules, excuse-moi. Merci, Jules. Mais les propositions vont revenir encore sur l'architecture, parce que par rapport à ce que Serge vient de dire, il faut bien comprendre. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et nous, de notre mission, déjà au niveau du ministère de la Santé, quand j'étais à la direction de planification, on a eu l'avantage, déjà en 2012, novembre 2012, on a élaboré un document qu'on a appelé, avec l'aide de l'OMS justement, Stratégie nationale de financement de la santé pour la couverture sanitaire universelle. Et tout ça, ça a été déjà diagnostiqué. On a revisité ce document-là en 2015. On était en avant, au niveau de la santé, on était en avant sur la protection sociale. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Et donc, il faut bien comprendre, comme Serge l'a dit, le but de la couverture sanitaire universelle, ce n'est pas de s'appuyer sur les travailleurs du secteur formel. Le principe est que tout le monde doit avoir accès aux soins, quel que soit
où il est sur le territoire national. Ça, c'est le principe. Maintenant, on ne dit pas au pays, l'OMS n'a jamais dit à aucun pays, passe de 0% à 100% en 5 ans. Et ça, on le répète chaque fois au niveau des pays. Donc, il y a des priorisations à faire. Quand vous voulez mettre le traitement du cancer dans la CMU, mais il faut que vous sachiez que le traitement du cancer, il coûte cher. Non, mais alors que le cancer, par exemple... Je crois que ce n'est pas dedans. Pardon? Non, la prise en charge. Non, mais ça va venir. C'est en train de venir, justement. Pour le moment, c'est le diabète et l'hypertension artérielle. Même le diabète. Les maladies chroniques en général, c'est des maladies pour lesquelles on a des mesures de prévention. Mais est-ce que dans notre système actuel, là, on investit dans la prévention? Mieux vaut que personne ne tombe malade, ou bien moins de personnes tombent malades. L'assurance se porte mieux. Donc, du coup, si dans le dispositif de couverture sanitaire universelle ou de maladie universelle, on y va, mais qu'on ne travaille pas sur la prévention et sur la promotion de la santé, mais on ne va jamais atteindre l'équilibre. On ne va jamais atteindre l'équilibre. Alors qu'il y a des méthodes de prévention, des méthodes prophylactiques qui ont fait leur preuve pour les maladies. Mais on n'est pas encore investi, on n'est pas encore véritablement engagé à 100% dans la promotion de la santé. Alors que ça va permettre à ce qu'il y ait moins de cas de maladie et du coup, le prélèvement qui sera fait sur les travailleurs privés et publics et la contribution financière de l'État va permettre de pouvoir prendre en charge ceux qui vont tomber malades. Et la preuve est que ce soit sur la gratuité ciblée et sur la couverture maladie universelle, mais l'effectivité de la prise en charge n'est pas évidente. Les concitoyens sont obligés de payer, les femmes payent pour l'accouchement en Côte d'Ivoire. Une prestation qui est censée être gratuite depuis 2012. C'est que je... Le problème aussi avec l'Afrique, c'est un mot pour la gratuité. OK. S'il vous plaît. On dira peut-être que je suis dans mon confort aux États-Unis, je dis, mais on sait très bien que la gratuité, ça ne marche pas. Mais justement, ça ne marche pas. Il faut que quelqu'un, si c'est gratuit pour quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y a quelqu'un d'autre qui a payé. Moi, je me suis fait taper sur les doigts par ma ministre quand j'ai dit que ça ne marche pas. On a fait une étude, ça ne marche pas parce que les gens payent, parce que les intrants, le budget, on met 15 à 20, 25 milliards chaque an pour la gratuité, ça n'arrive pas à l'hôpital. Parce qu'au niveau de l'économie, il y a des déperditions. Il n'y a aucun suivi. Je veux même, Samuel, si tu permets, enfoncer le clou pour dire, même pour établir en fait une analogie avec le système de santé français que je connais, que j'avais étudié un peu, où il y a des cotisations qui sont faites par des travailleurs qui sont en un nombre extrêmement important. Ce même système de santé, pour la partie assurance maladie que vous connaissez, connaît un déficit qui va au-delà de 22 milliards d'euros. Même ce système. Oui. A fortiori, vous imaginez un système dans lequel il y a une gratuité qui va se faire. Et ça a pris combien d'années? Ça a pris combien d'années en France? Plus de 200 ans. Depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Mais voilà. Aujourd'hui. On a invité, pour aller dans ton sens, Jules, on a invité Martin Hirsch. Tu le connais, Martin Hirsch? Celui qui a fait le RSE en France. On l'a invité en 2014. Il est venu faire une conférence à l'hôtel Pullman. Il y avait tous les ministres. Il a fait une présentation sur les systèmes d'assurance maladie dans le monde. Il a dit, il n'y a aucun pays qui a pu mettre ça en place en 10, 15, 20 ans. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun pays au monde qui a fait ça. C'est un processus continuel. Tu regardes ton contexte épidémiologique. Quelles sont les grandes causes de mortalité? En Côte d'Ivoire, tu prends les populations les plus fragiles, c'est les femmes enceintes, c'est les enfants de 0 à 5 ans. Donc, ce qui doit être gratuit, les femmes enceintes, elles décèdent d'hémorragie. Première cause de décès, il y a des gynécologues qui sont connectés. Première cause de décès en Côte d'Ivoire, c'est les hémorragies au cours de l'accouchement ou pendant la grossesse. Donc, le minimum que tu puisses faire en tant qu'État, c'est de rendre la césarienne totalement gratuite, l'accouchement bien entendu,
et de disponibiliser le sang. Voilà. Donc, tu te mets sur ça. Chez les enfants 0,5 ans, 3 causes de mortalité. Diarrhée, paludisme, infection respiratoire. Dieu merci, le paludisme, c'est pris en charge par le Fonds mondial. Donc, on n'a pas de problème. Mais les diarrhées, les infections respiratoires, il y a des maladies évitables par la vaccination. Quelles sont les couvertures vaccinales en Côte d'Ivoire? Donc, un enfant va faire la diphtérie, je dis n'importe quoi, un enfant va faire la diphtérie, on va aller le prendre on va le prendre en charge gratuitement à l'hôpital, alors que le vaccin contre la diphtérie est gratuit. Donc, il faut amener les populations, les mamans, les papas, à vacciner les enfants. Quand il y a des méthodes de protection qui marchent, il faut investir dedans. Là, du coup, on dégage de l'argent pour des maladies. On sait que les enfants, là, on a 100%, ils n'auront pas cette maladie-là. Ils auront peut-être d'autres. Tu me permets d'embrayer sur ce point qui va peut-être un peu le dernier point en rapport avec la couverture maladie universelle. J'ai une réflexion comme ça que je partage avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de mettre l'accent dans le financement de tout ce qui est prévention afin de permettre qu'il n'y ait pas beaucoup de curatifs? Je crois qu'il y a un modèle qui marche bien, un modèle scandinave, je crois, la Suède en l'occurrence, qui investit énormément dans tout ce qui est prévention. Qu'est-ce que vous en pensez? Vos opinions, Serge, et puis ensuite Samuel. D'accord. Donc ça, je crois que c'est l'évidence, hein. La prévention a toujours été le meilleur moyen de réduire le coût sur le système de santé. Alors, pour que cette prévention-là puisse marcher, il y a plusieurs facteurs qui doivent être mis en exergue. Aux États-Unis, on a ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, social determinants of health. Donc, il y en a 5. Donc, c'est-à-dire le job, l'économie. Le deuxième, c'est la nourriture, l'accès à la nourriture. Le troisième, c'est l'éducation, c'est-à-dire les gens peuvent aller à l'école. Le quatrième, c'est les habitations, pouvoir habiter dans un environnement sain et salubre. Et le cinquième, c'est l'accès aux soins de santé. Donc, si on réussit à si on réussit à résoudre ces problèmes qui sont à l'extérieur, là, ça va faire que les gens seront moins enclins à fréquenter les systèmes de santé, les établissements de santé. Et donc, du coup, ça va réduire le burden, ça va réduire le coût de santé et les charges et tout ça. Mais encore une fois, ça marche si la population ou une partie de la population est ouverte à l'idée du changement. Okay? Les bonnes habitudes alimentaires, par exemple. Et puis même sur le plan sociétal, on regarde par exemple aujourd'hui, et je n'ai rien contre ça, hein, en Côte d'Ivoire, quand on regarde, quand quelqu'un est en bonne santé, quand quelqu'un commence à prendre du poids et commence à avoir un bide, on dit « Ah, ça va chez lui ». Ça va chez lui. Quand une jeune dame commence à avoir des belles formes rondes, on dit « Ah, ça c'est une femme, elle mange bien, son mari s'occupe de lui ». Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans 20 ans, cette dame-là, elle va se retrouver avec des problèmes articulaires, elle va se retrouver avec du diabète, du cholestérol, elle se devient une bonne candidate pour les maladies cardiovasculaires, l'hypertension. Donc, bon, je vais dire, c'est notre société, c'est comme ça qu'on a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas ce changement de mentalité-là? Comment est-ce qu'on va faire pour faire comprendre aux jeunes ou à la génération que, bon, c'est vrai que avoir de l'argent, ça ne veut pas forcément dire... avoir un gros ventre, ce n'est pas signe de richesse. Peut-être que c'est un signe extérieur de richesse, mais dans 10 ans, ça, si tu ne fais pas attention à ce que tu manges, la quantité de sel, la quantité de sucre, l'alcool et tout ça, ça va te causer des problèmes de santé. Donc, ça, c'est le problème d'éducation, il faut le faire. Et ça, il faut le faire à quel niveau? Peut-être très au bas âge. Je vais commencer déjà avec l'école primaire, ensuite le collège et le lycée. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter ce genre de choses-là? Bon, ça, c'est une question pertinente que chacun devrait peut-être examiner. Dans la prévention, moi, je pense qu'il n'y a rien de tel que ça. Et comme je le dis aussi, les déterminants sociaux de la santé, c'est ces choses-là. Parce que peu importe l'éducation qu'on va donner aux gens, si vous allez chez eux qui vivent
dans des quartiers qui ne sont pas salubres, avec des caniveaux, avec des eaux usées qui sont versées au milieu de la rue. Ça envoie les moustiques, ça crée des maladies. Et donc ça devient encore une fois un problème. Les gens font les déchets dans la lagune, bon, et ils jettent les ordures dans la lagune. Donc, l'insalubrité, les choses basiques, là. De nos jours, même, vous allez dans nos villages sont plus propres qu'à Abidjan. Alors qu'au village, c'est pas tout le monde qui est éduqué, qui a fait des grandes, il y a beaucoup d'analphabètes dans le village. Mais les gens prennent le soin de nettoyer chez eux. Donc, encore une fois, c'est ça, quoi. Donc, prévenir, c'est bien, mais je crois que c'est le plus du changement de mentalité que les gens doivent comprendre. Donc, prendre soin de son corps, pratiquer une activité physique régulière, manger sainement, éviter, on voit maintenant une floraison de fast-food qui commence à arriver en Côte d'Ivoire. On pense que aller manger du hamburger ou de McDonald's, c'est signe d'extérieur de richesse. C'est une maladie. Vous allez aux États-Unis, sur le nombre d'obèses que vous voyez, mais je veux dire, ça fait peur, quoi. Enfin bref, je vais m'arrêter là et puis je laisse Samuel continuer. Merci Serge. Alors moi, sur cette question-là, j'aborde dans le même point, dans le même sens que Serge, juste à ajouter peut-être deux, trois points supplémentaires. Je pense que déjà, au plus haut niveau, bon, c'est des propositions, hein, je précise encore que je ne fais pas de politique. Quand vous regardez les pays au monde où la santé est, on va dire, globalement bonne, il y a deux, et Serge a parlé de déterminants sociaux de la santé, il y a deux paramètres au moins qui n'ont rien à voir avec le système de santé qui sont là. C'est la croissance économique. Quand je dis croissance économique, je veux dire redistribuer aussi, hein, et l'éducation. Plusieurs problèmes dont Serge a parlé, c'est des problèmes d'éducation. Il y a plein d'études qui montrent que, même quand vous prenez les enquêtes mixtes, vous voyez en Côte d'Ivoire que les zones les plus pauvres de la Côte d'Ivoire ont les indicateurs de santé les plus mauvais. Et ces zones les plus pauvres sont des zones où le taux de scolarisation ou d'analphabétisme est le plus bas. Les deux vont ensemble. Malheureusement, les deux vont ensemble. Dans l'histoire des maladies, il y a des maladies qui ont disparu. Dans l'histoire des maladies, dans l'histoire de l'humanité, mais il y a des maladies qui ont disparu, pas à cause, ou bien pas grâce à des actions sanitaires, mais à cause du développement économique. Il a parlé de l'hygiène. Vous prenez la peste en Europe au XVIIIe siècle, et il n'y a pas eu d'action sanitaire pour la peste. Quand il y a eu la révolution industrielle, les conditions de vie des populations se sont améliorées, ils ont changé d'environnement, ou bien ils ont assaini leur environnement. La peste a disparu. Il a parlé de défécation à l'air libre. Vous déféquez à l'air libre, vous ne lavez pas vos mains, vous allez manger. Ouais. Toutes les maladies tropicales, les maladies infectieuses, c'est des maladies des mains. Ouais. Mais on ne se lave pas les mains. Même nous, quand on fait les séminaires, là, je regarde, on fait les séminaires à l'Ivoire, Pullman, machin, Bassam. 8h à midi, on est dans la salle, à midi, tout le monde va manger. 50-60% des personnes ne se lavent pas les mains. Donc, l'éducation, elle est importante. Il y a quelqu'un dans le chat qui a parlé de dividendes démographiques. Une femme, le nombre d'enfants est corrélé au niveau d'éducation de la femme. Si votre femme a un master ou un PhD, vous ne pouvez pas lui faire 5 enfants. Toutes choses égales par ailleurs. Comment vous allez faire pour vous asseoir devant elle pour dire que moi, je veux 5 enfants? Elle vous dit, mais c'est toi qui portes les grossesses. Moi, dans 2 ans, je dois présenter mon concours. Dans 3 ans, je dois faire ci, je dois faire cela. Mon corps doit se reposer. Mais quand vous avez une femme qui n'est jamais allée à l'école, qui ne sait pas que lorsqu'elle accouche, 45 jours après, quand elle a les premières règles, elle peut tomber enceinte. Mais c'est ça. Donc, l'État même doit être conscient que si j'ai un taux de scolarisation qui est faible, si j'ai un taux d'analphabétisme qui est élevé, mais c'est un problème pour moi parce qu'il y aura un impact sur la santé. Les mutilations génitales féminines, là, ça se passe dans quelle zone? Dans des zones où il n'y a pas la scolarisation, où il n'y a pas l'éducation. Donc ça, c'est le premier point. Je ne reviens pas sur la prévention, ça c'est clair. Il y a des études qui montrent que les dépenses pour la prévention
ça prend moins d'argent et on a plus de gains sur la santé. Mais si, même vous prenez le cas du paludisme, même si le traitement est gratuit, mais le petit qui a le paludisme, pour d'autres raisons, ses parents ne vont pas peut-être l'amener à l'hôpital très vite, peut-être qu'ils sont loin du centre de santé. C'est vrai que le traitement est gratuit là-bas, mais il ne va pas venir vite, il va venir au deuxième jour. Tableau de neuropalu, il décède. Mais pourtant, le médicament était gratuit. Alors que peut-être qu'à la maison, il est dans un coin où il y a les eaux stagnantes, il ne dort pas sous moustiquaire. Ouais. Donc la prévention, là, c'est important. Il faut véritablement qu'on investisse dedans. Un dernier point, la santé communautaire. Quelqu'un l'a évoqué aussi dans le chat. Il ne faut pas qu'on reste à l'hôpital et puis on se dit, bon, on a construit les hôpitaux, il y a quelqu'un qui a parlé de plateau technique. J'ai dit, oui, les plateaux techniques, c'est bien. Mais pour des raisons X ou Y, le citoyen peut ne pas venir à l'hôpital. Tu es à l'hôpital, tu es médecin, sage-femme, tu es bien formé. On a construit l'hôpital, tu as tout le matériel, tu as tous les médicaments que tu veux. Maintenant, tu attends la population. Mais le gars qui est là-bas, lui, peut-être, je ne sais pas moi, Serge a parlé même de croyances culturelles. Peut-être au niveau culturel, il y a quelque chose. Mais il ne vient pas, il est malade, mais il décide de ne pas venir à l'hôpital. Donc, le problème, c'est que tant que, si tu es dans une attitude où tu attends que le citoyen vienne à l'hôpital, tu perds quelque chose. Et on le voit, quand on regarde les taux d'utilisation des services, on est entre 30 et 40%. Ça veut dire qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui sont malades, soit pour des problèmes financiers, soit pour des problèmes d'accessibilité géographique ou d'autres raisons, ils ne vont pas à l'hôpital. Donc, du coup, toi, en tant qu'État, ce que tu fais, mais tu mets en place ton dispositif d'agents de santé communautaire. Donc, des personnes de la communauté qui vont aller dans les maisons chercher les enfants qui ne sont pas vaccinés dans les maisons. Je vois ici, il y a un enfant qui est né il y a 3 mois. Est-ce qu'on lui a fait sa dose de DT-Cop polio? La maman dit non. Le gars, il sort son truc, il fait la dose de l'enfant, il note. On n'attend pas que le gars il vienne à l'hôpital. Parce que pour 1000 raisons, il peut ne pas venir. Tant qu'on a... Vous prenez un pays comme le Burkina, qui a 4 fois moins de budget de santé que nous, mais ils ont des indicateurs. Burkina, Mali, ils ont des indicateurs améliorés. Mortalité maternelle, ils sont à 200, alors que nous, on a 385. Parce que là-bas, les sages-femmes font des césariennes au Burkina. Elles ont été formées pour ça. Ici, on veut faire ça. Tous les gynécologues, les spécialistes, ils nous sont tombés dessus. Parce qu'on est dans une attitude médico-centrée. On dit ça, c'est un truc du gynécologue, la césarienne. Mais il y a combien de gynécologues en Côte d'Ivoire? Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc je reprends. Prévention, comme Serge a dit, éducation, santé communautaire et redistribution de la croissance économique. Il faut que les gens travaillent, il faut que les gens aient un travail, il faut que les gens aient un niveau de rémunération décent. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a 100 000, il passe à 200 000, où il est là? Il va quitter là-bas. Oui, même s'il ne quitte pas là-bas, il va améliorer le point. Très bien. Merci. Merci Samuel. Je pense que c'est la bonne transition pour nous permettre de maintenant aborder, on va dire, le troisième point. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais on va peut-être se concentrer, on va être très efficace, on va se concentrer sur vraiment des points clés. Le troisième point maintenant, c'est comment repenser la formation des agents de santé pour un système de santé plus performant. On sait aujourd'hui, c'est non plus un secret des polichinelles. On a tous nos professionnels de la santé. Quand je dis bien tous nos professionnels de la santé, c'est avec grand H, qui aujourd'hui présentent de nombreuses carences en matière de formation, qui fait que de plus en plus, on constate des dérives extrêmement graves. Que ce soit la formation, depuis la formation de base jusqu'à tout ce qui est formation continue pour les professionnels de la santé qui sont déjà en exercice. Aujourd'hui, on constate qu'il y a cette insuffisance-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble. Et cette fois-ci, je propose qu'on reste sur les solutions. Le diagnostic, on le sait déjà. Mais allons-y à l'essentiel, sur les propositions de façon concrète. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre cela? Juste signaler au passage que, donnez mon bonsoir à des personnes que je connais, que je retrouve. Il y a Cindy, Kofivi, il y a, je vois docteur
l'ex-Novartis, je vois Stéphane Guessant. Donc, vous avez le bonsoir. Pour le premier point, par rapport à la formation de base, comment on fait aujourd'hui pour améliorer? Quand on sait, je prends un exemple très simple, que par exemple, il y a certains pays, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, et il me semble que ça a peut-être un peu évolué, il y a le système du numerus clausus qui existe, dans le fameux tronc commun qui existe, qui permet de faire une sélection à la base. Sachant qu'aujourd'hui, on a un déficit de médecins repartis sur le territoire ivoirien. Ça, c'est un. Et puis de deux, on a à côté des pays voisins qui ont décidé de ne pas mettre ce système en place, qui fait en sorte aujourd'hui que, par exemple, il y a certains Ivoiriens ou certaines d'autres nationalités qui vont se former dans ces écoles et pour lesquels on a aussi des médecins qui soient aussi performants comme ceux qui sortent de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que, en termes de solutions de façon concrète, comment on réponse cette formation de base-là? Bon, moi, j'ai fait le temps commun quand j'étais à Abidjan. J'ai fait le temps commun, j'ai fait la fac de pharmacie quelques années avant de m'envoler pour les États-Unis. Mais euh, d'abord, et moi, mon expérience, bon, je vais la baser plus sur le système américain parce que j'enseigne ici. Il y a deux aspects dans la formation. Il y a la formation didactique et la formation pratique, clinique, l'aspect clinique. Alors, donc, ce qui se fait à notre niveau ici, c'est que la compétence doit être, c'est pas une compétence générale ou moyenne qu'on veut, mais c'est une compétence dans chaque domaine individuel. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez anatomie, physiologie, biologie, et vous avez 19 sur 20 en anatomie et que vous avez, je sais pas, 5 en biologie et vous avez 10 en physiologie, en général, on verra dans certains systèmes que la personne a une moyenne de, je sais pas, 12 et la personne passe. Donc, et chez nous, c'est pas comme ça. Ce qu'ils font, c'est que pour être un bon médecin, il faut avoir les compétences dans tous ces trois-là. Donc, ça fait un peu le système d'unités de valeur qui sont individuelles et qui ne sont pas cumulées. Et en-delà de ce côté, comment on dit ça, de ce côté, je ne sais pas si c'est toujours le cas en Côte d'Ivoire, hein, mais je dis tout simplement, mais le côté pratique clinique aussi, les évaluations cliniques. Il ne s'agit pas juste d'aller faire le stage de rentrée, mais quand vous allez faire le stage clinique, il y a une évaluation aussi qui est faite du stage clinique par le directeur de stage pour dire cet individu-là est venu et il a fait, je sais pas, un mois dans mon service. Il a réussi à passer le basic, euh, les performances basiques, que ce soit apprendre à vacciner, apprendre à parler avec un patient, apprendre à faire une consultation. Et tout ça, c'est catalogué. Avant de pouvoir progresser en classe supérieure, il faut qu'il ait atteint toutes ces performances-là de façon individuelle. Il n'y a pas une performance, tu ne peux pas exceller dans un domaine et être mauvais dans un autre, puis tu dis, bon, on va faire la moyenne des deux, puis tu fais passer. Non, non. Donc, il faut que la compétence soit acquise dans tous les domaines de façon individuelle avant de pouvoir progresser. Donc, ça, c'est la différence ici. Donc, je ne sais pas si c'est toujours le même cas. Je ne sais pas si c'est le cas en Côte d'Ivoire, mais ça, c'est l'expérience que j'aimerais partager. Maintenant aussi, au niveau de la formation, ce qui peut être fait, c'est que ce qu'on constate aussi, c'est qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, une fois que le médecin a son diplôme, ou le pharmacien ou le dentiste a son diplôme, ou la sage-femme, c'est fini. Donc, il n'y a pas d'obligation de formation continue ou de renouvellement de licence. Ou quand tu dois renouveler la licence de médecin, tout ce qu'ils font, c'est de payer leur membership, comment on dit ça, membership, le droit d'inscription à l'Ordre national des médecins. Mais il n'y a pas un examen de remise à niveau chaque année. Alors qu'ici aux États-Unis, chaque année, il faut faire son accréditation, comme on le dit. Donc, il faut se recertifier. Donc, il faut refaire une recertification chaque année. Donc, quand c'est comme ça permet, et pendant l'examen de recertification, c'est non seulement une révision de ce que vous avez appris à l'école de médecine et que vous devez faire en tant que médecin pratiquant, mais aussi les nouvelles pratiques de médecine ou de pharmacie qui sont du jour. Donc, ce qui fait que l'examen de recertification que vous prenez à 5 ans après avoir gradué, après avoir eu votre diplôme, n'est pas le même que celui que vous prenez maintenant. Parce que les choses ont évolué, les nouvelles pratiques qui sont maintenant dans le domaine de la médecine, de la pharmacie, il faut que vous soyez au parfait de ces nouvelles pratiques-là. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on permet
Et c'est comme ça qu'on met pratiquement tout le monde sur un pied d'égalité et que la formation évolue, ou bien la connaissance des médecins ou des praticiens évolue avec l'évolution de la médecine. Donc, ça, c'est un peu cet aspect-là que je mettrais ma contribution. Voilà. Très bien. Samuel, en 3 minutes, un point sur la partie formation de base et puis un point sur la partie formation continue. Je sais que tu as tellement de choses, mais concentre la formation de base et la formation continue. Malheureusement, c'est là le nœud du problème, je pense. Hein. Bon, je vais intervenir en 2 points. Je vais prendre faculté, on va dire quoi? Médecine, pharmacie, odontostomatologie. J'ai vu je vois le professeur Kassi qui est là. Je pense qu'on en a parlé parfois au niveau de notre WhatsApp. Nous aussi, nous sommes de la première promotion du tronc commun. Nous sommes en 92, on est arrivé en première année de médecine. Et ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment dur parce que quand vous prenez les motivations qui ont suscité la création du tronc commun, c'est aucunement des raisons académiques, ce sont des raisons économiques. Parce que jusqu'à 91, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes étaient systématiquement intégrés à la fonction publique. Et on a invoqué des motifs de masse salariale avec les plans d'ajustement structurel du FMI de la Banque mondiale pour pouvoir réduire la masse des fonctionnaires. Donc, il fallait trouver un dispositif qui allait faire qu'on ait moins de médecins, que l'État ait moins de médecins à prendre en charge. On était près de 3000 en première année, en 92. Et en deuxième année, on a été 562, exactement. Je me souviens du chiffre. On était 562 en deuxième année. Donc, vous imaginez tout ce monde-là qui a été écarté. Et 2 ans après, en 1994, on a institué le concours d'intégration pour les médecins à la fonction publique. Donc, qui n'a strictement rien à voir, où on vous pose des questions sur l'administration du territoire. Donc, un concours qui ne juge pas de votre capacité, comme l'a dit Cherche, à pouvoir prodiguer des soins. Alors, proposition concrète sur la formation des médecins d'information. Les cours théoriques, je ne sais pas, moi je le dis de manière très naïve. Je me rappelle d'un cours sur l'hyperplasie des surrénales, je crois que c'est en pédiatrie. Bon. En tant que médecin ivoirien, je ne sais pas combien d'hyperplasie des surrénales je vais voir. Donc, je ne sais pas si c'est possible, peut-être que les spécialistes de l'éducation nous le diront, est-ce que ce n'est pas possible d'adapter, si dans la mesure du possible, le contenu des formations au contexte épidémiologique, avec des cours qui pourraient être optionnels déjà. Ça va permettre d'alléger. L'autre point qui est très important, c'est le volet pratique. Les stages. Parce que vous pouvez connaître tous vos cours par cœur, mais il y a des actes que vous devez être à même de poser quand vous êtes médecin, pharmacien, chirurgien dentiste, sage-femme, etc. Avant que vous ayez votre diplôme. Parce que quand on va vous affecter, là, vous serez affecté à Bloléquin, dans un hôpital, vous serez chef de service. Et je ne parle même pas justement aussi du volet administratif. Parce que quand vous affectez un médecin à Bloléquin, à l'hôpital de Bloléquin, il devient chef de service. Il est amené à faire un budget. Il est amené à avoir des infirmiers sous sa tutelle. Et ça, on n'apprend pas ça à la fac. Donc, à quel moment on donne les outils aux jeunes médecins pour ça? L'INFAS. Mais j'ai été limite scandalisé depuis plus d'une dizaine d'années quand je vois le nombre de candidats à l'INFAS pour le nombre de postes. Il y a peut-être, à tout casser, 5000 places disponibles. Mais on prend 100 000 candidatures. La profession médicale, c'est une profession de vocation. Tant qu'on n'a pas de personnes, je ne peux pas dire que tous ceux qui y vont n'ont pas la vocation. Moi, je n'avais pas la vocation. Moi, je suis un cas particulier. Ça ne m'a jamais intéressé. Mais c'est au niveau de la famille, on voulait médecin. Bon, après, j'ai bifurqué, je me suis rabattu sur ce que j'aimais, l'économie. Voilà. Mais quand vous discutez avec certaines personnes dans le milieu, que ce soit les infirmiers, mais vous sentez que, bon, le gars, il a échoué peut-être à la police, il te dit, bon, je rebondis à une fois, on ne sait jamais. Mais déjà, ça, on a un problème parce qu'il n'a pas la vocation. Et après, on fait des grèves. Les grèves sont normales, mais sont motivées.
Mais quand tu vas quelque part, là, dans un secteur d'activité, là, tu dois t'informer sur les possibilités de carrière, sur les salaires et tout. Ça ne t'arrange pas, tu n'y vas pas. Je reviens sur les médecins. En sixième année, nos devanciers, jusqu'en 1991, en sixième année ou en septième année, ils faisaient ce qu'on appelle le stage communautaire. 6 mois à l'intérieur du pays où on leur apprenait les gestes techniques. Là. Eux, là, quand ils sortaient, là, un médecin généraliste, il savait réduire une fracture, il savait faire une césarienne, il savait, je crois, bon, peut-être césarienne, j'exagère, peut-être une. En tout cas, il y a des gestes chirurgicaux que le médecin généraliste savait poser avant qu'on l'a fait. Moi, je n'ai pas eu ça quand je suis sorti de la fac. En tout cas, les stages que j'ai faits, et je me rappelle même que lors d'une discussion, il y a un professeur dont je tairai le nom qui me dit que lui, quand il était interne, il a fait 6 mois dans un service, donc forcément, il a eu des compétences. Mais que maintenant, les étudiants, là, ils font 2 semaines, ils font 3 semaines. Mais je lui ai demandé, mais qui est responsable de la programmation des stages? Ce n'est pas les étudiants, c'est le décanat. Donc, si vous vous trouvez normal qu'on fasse 2 semaines en pédiatrie, après 2 semaines, je ne sais pas moi, en gynéco ou en maladie infectieuse, ça, c'est votre responsabilité, c'est vous les enseignants. Et dernier point, nous, on a fait une étude en 2014-2015 sur le volume horaire des professeurs de rang A aux cours théoriques et aux cours et aux trucs pratiques. Mais les gars, les chers maîtres, ils faisaient 50% des volumes horaires requis. Mais entre 2004 et 2010, c'est un corps qui a été augmenté à 2 fois. Au niveau de la fonction publique, ils ont des salaires maintenant à 2,5 millions, je crois. Si je parle sous leur contrôle, il y en a qui sont connectés. Mais bon Dieu, quand vous êtes payé là pour faire ce travail, vous êtes enseignant, mais faites le travail pour lequel l'État vous paye. Vous avez été bien formé par les professeurs blancs et tout ça, là. Mais faites la même chose. Là, un professeur d'université me dit que les internes sont mal formés. Moi, ça me pose vraiment un problème. Je dis, mais professeur, qui a la responsabilité de la formation des internes? Donc, il y a une réflexion même à faire au niveau de des facultés, au niveau de l'INFAS, pour que les cours, là, ce soit ceux dont on a besoin qu'on nous montre. Parce que la sage-femme va se retrouver à Pégué-Kara, dans le village de M. Foloro, paix à son âme, à 60 km de Korogo. Il y a des choses qu'elle ne va jamais voir, il y a des choses qu'elle va voir. Donnons-lui les compétences dont elle a besoin avant qu'elle aille sur le terrain. Très bien, merci. Donc, un dernier point que je vais rajouter aussi. Juste, s'il te plaît, avant, je te rappelais qu'il va nous rester 8 minutes. Je pense qu'on va prendre ton point et puis intervenir sur un dernier point en rapport avec celui-là. Et puis, on se donnera 5 minutes de fin pour reprendre des questions qui ont été posées dans le chat. Et puis, voilà, les adresser. Ouais. Tu peux y aller. Oui, donc au niveau de la formation des médecins, donc il y a la faculté de médecine ne peut pas tout faire. Donc la faculté de médecine, sa vocation, c'est de former des médecins qui peuvent pratiquer la médecine. La gestion des systèmes de santé, c'est une discipline tout à fait différente. C'est comme aux États-Unis ici, par exemple, on a la faculté de médecine qui existe, mais il y a aussi la faculté de ce qu'on appelle Health Professions. Et donc, il y a un MBA qui existe pour ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Bon, moi, j'ai fait un PhD en pharmacologie, recherche clinique, enseignement, mais j'avais pas le côté business, c'est-à-dire comment gérer un hôpital, comment mettre en place une politique de santé. Donc, il y a des formations qui existent supplémentaires, donc je suis allé le faire, donc j'ai dû payer de ma poche. Donc, j'ai fait un MBA en Healthcare Administration, donc c'est-à-dire en administration des services de santé. Donc, un médecin qui s'est fait opérer ou un chirurgien qui s'est opéré, il n'a pas la connaissance de comment l'économie, il n'a pas la connaissance de comptabilité que je suis allé prendre supplémentaire. Donc, on ne peut pas demander à un médecin qui sort de la faculté de médecine d'aller gérer un hôpital à Korogo parce qu'il est médecin et il faut faire le côté médical et puis en plus aussi le côté business, parce que c'est le côté business qu'il faut apprendre. Donc, il est important aussi peut-être de commencer à penser à cet aspect-là, et même les administrateurs de services de santé aux États-Unis, ce n'est pas tous des médecins. Hein. Il y a plein de gens, tu verras souvent des gens qui ont le nom et puis ils ont comme MHA derrière ou MSHA, comme ce que tu vois sur mon profil là. Donc, c'est un Master's in Healthcare Administration. Donc, eux, leur boulot, ils ont fait peut-être
philosophie, ils ont fait maths en tant que pour un bachelor, et puis ils ont fait un MHA. Donc, ils sont spécialisés dans la gestion. Donc, eux, c'est des administrateurs. Ils ne savent pas opérer, ils ne savent même pas prendre pension. Donc, quand ils viennent, ils regardent et ils disent, voici comment ça doit fonctionner. Et voilà. Donc, c'est cette filière-là, peut-être aussi qu'on faut commencer à instaurer en Côte d'Ivoire de telle sorte que les deux soient différents. Maintenant, on peut être médecin et puis aller faire la formation supplémentaire pour avoir ce MBA-là, mais c'est deux entités carrément différentes. Parce que ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que dans les années 70, les médecins qu'on mettait à la tête des hôpitaux, ils ont fait couler les hôpitaux. Voilà. Donc maintenant, c'est là qu'ils ont commencé à créer. Et l'université d'Alabama où j'ai fait, c'est la numéro 1 aux États-Unis. Donc, ils sont bien meilleurs même que Harvard et Yale et tout ça. Donc voilà le point que je voulais rajouter. Merci Serge. Je pense que peut-être pour terminer sur ce point, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de… Tu as embrayé en fait sur celui-là, de l'ouverture aujourd'hui de la formation de médecine sur d'autres métiers, autres que la pratique ou l'exercice classique de médecin qui va aller prendre en charge un malade. L'ouverture sur d'autres métiers, par exemple, tu as parlé du trait d'union avec, par exemple, faire un Master of Business Administration, un MBA, des médecins qui peuvent aller dans le métier des conseils, donc de consultance, et qui peuvent se retrouver dans l'industrie pharmaceutique, un peu comme moi, qui peuvent être des grands entrepreneurs, voilà, à bâtir un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'apologie et concrètement d'essayer de développer ça dans nos régions, ces ouvertures-là vers d'autres disciplines? Oui, je crois que c'est nécessaire. Je crois que c'est nécessaire et je crois que c'est plus important même d'avoir des gens qui ont la connaissance de la santé, s'orienter vers ces filières-là pour essayer comment dire ça, de faire le pont. Parce que là, par exemple, comme je disais précédemment, il y avait Health IT, c'est-à-dire technologie de la santé, par exemple. En tant que médecin, vous comprenez un peu comment vous traitez les malades, quelles sont les choses à prendre en considération quand vous devez vous approcher. Donc, ce médecin-là est plus adapté à développer une technologie pour améliorer ou faciliter la prise en charge de médecins que quelqu'un qui vient juste avec un diplôme de IT. Bon, dans le cas où ce n'est pas possible, avoir les deux travailler en tandem, ça peut faciliter les choses. Donc, je crois que c'est vraiment une bonne initiative d'encourager les gens qui sont dans le domaine de santé à s'intéresser à ces autres filières-là. Que ce soit, les gens n'aiment pas l'entendre, mais la santé, c'est un business. Les gens ne veulent pas l'entendre, mais c'est un business. C'est-à-dire, vous avez un établissement, il faut que vous générez des sous pour que ça puisse permettre de garder l'établissement ouvert. Si vous êtes en déficit, ça va faire que l'établissement va couler. Vous ne pourrez pas payer le personnel, vous ne pourrez pas. Donc, il faut cette connaissance de comment gérer un business, c'est absolument important dans la gestion des hôpitaux. Ouais. Samuel, si tu es avec nous. Ouais. Bon, je crois qu'on peut conclure. Là, il ne reste que 3 minutes. Ouais. D'accord, ok. Sûrement, il Oui. Oui, peut-être ton retour sur ce point, l'ouverture en fait du métier de médecine de base vers d'autres filières, d'autres horizons qui sont connexes à l'univers en fait de l'hôpital. Ah non, mais on ne peut pas y échapper. Hein. On ne peut pas y échapper parce que, comme ça, je l'ai dit, la santé a un coût. C'est vrai que les gens n'aiment pas entendre ça, mais on n'est plus malheureusement, on n'est plus au temps d'Hippocrate. Les médicaments, les infrastructures, tout ça, il faut entretenir, et encore plus dans le secteur privé. Donc, c'est l'État qui doit se mettre dans les dispositions pour fournir tout ça. Et comme il a dit tout à l'heure, quand c'est gratuit pour les patients, mais ce n'est pas gratuit pour l'État. Donc, l'État trouve les moyens comme il peut, avec les taxes, avec les impôts, avec tout ce qui est financement innovant, les taxes sur l'alcool, le tabac, pour pouvoir justement approvisionner les établissements sanitaires. Donc, c'est une donnée qu'on ne peut pas occulter. Et c'est bon pour un médecin d'avoir connaissance, même s'il a les capacités techniques, on va dire strictement médicales, mais d'avoir des éléments sur cela. Parce que quand vous décidez, par exemple, d'être prestataire privé, c'est des informations que vous devez avoir. Parce qu'une clinique privée, c'est une entreprise. Vous aurez des charges.
Comment vous gérez ça si vous n'avez pas le background je sais pas moi, de gestionnaire, logistique? Vous devez commander qu'on appelle ça, vos réactifs et tout ça. Vous devez gérer, vous devez vous assurer que vos collaborateurs ne vont pas vous piquer vos réactifs. Vous allez leur donner une boîte qui fait 100 numérations et 2 jours après, il va dire que la boîte est terminée et il n'a même pas fait 100 numérations. Donc, il y a des implications en termes de gestion. C'est très, très important. On ne peut pas y échapper. Merci, Samuel. Je pense que malheureusement, on ne va pas pouvoir aborder le dernier thème en rapport avec la médecine traditionnelle. Je pense que ça fera peut-être l'objet d'un autre échange. On va tout de suite rentrer peut-être dans les Q&A, dans les questions et réponses. On va peut-être prendre quelques questions. Les autres, on va les collecter. Par la suite, les faire adresser aux différents orateurs. Et puis, via le réseau d'NKM, on pourra les diffuser plus tard. Tout de suite, je prends une question qui est très intéressante de Dr Parfait Touré, que je salue au passage, qui disait que concernant la formation, et si on obligeait, on donnait la possibilité enfin, de contraindre les professionnels de la santé à des formations continues, hein, de trouver un mécanisme pour les contraindre à se former de façon régulière. Qu'est-ce que vous penserez de ça? Mais je crois que c'est tout à fait normal. Ça, c'est l'ordre des pharmaciens ou bien l'ordre des médecins qui peut gérer un truc pareil. Pour dire, pour ta licence, parce que la licence, elle est renouvelée tous les ans. Donc, chaque année, quand vous venez payer votre cotisation, ben, il y a un examen à passer, une mise à jour des connaissances. Quand vous passez l'examen, vous payez vos cotisations et puis voilà, vous êtes réglé. Ça, c'est un truc qui est facile à régler, quoi. Voilà, il suffit qu'un nombre assez conséquent de l'ordre décide d'implémenter un truc pareil et puis le tour est joué. Mais encore le cadre législatif aussi qui doit pouvoir accompagner cela. Est-ce que l'ordre des pharmaciens a le pouvoir, je sais pas, législatif de forcer les gens à se mettre à jour? Une fois que c'est réglé, ben on dit, écoutez, chaque année, mise à jour, remise à niveau ou bien réévaluation des critères et puis voilà. Ça passe, ouais. Bien. Je crois qu'il y a une question pour Samuel relative à la santé communautaire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui prenait l'exemple du Burkina, qui pense que c'est un très bon modèle de réussite. Je crois, on dit quoi, les expériences des clubs de santé communautaire au Burkina ont eu un impact positif sur la santé des populations. Donc, tu évoquais cela tout à l'heure. Donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit pouvoir mettre un accent en Côte d'Ivoire et d'autres pays de la sous-région. Oui, tout à fait. Moi, je partage cet avis-là. Hein. Et on a eu déjà à faire des expériences de benchmarking. Mais vous savez, il faut parfois se dire la vérité. Hein. Moi, je pense que on a des collègues qui sont connectés. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, on puisse avoir un peu d'humilité. Ne serait-ce que dans le domaine de la santé. Quoi. Les autres domaines, je ne sais pas. Dans le domaine de la santé. Moi, mon représentant, il est burkinabé. Mon superviseur direct, il est burkinabé aussi. Ce sont 2 messieurs qui ont fait, comme on dit, tout le système de santé au Burkina, depuis l'hôpital de village jusqu'au ministère. Et ils nous ont appris beaucoup sur la qualité de ce qui se fait au Burkina, avec parfois 3 à 4 fois moins de moyens qu'en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'honneur de travailler en 2019 avec M. Patrick Kachi, qui était à l'époque secrétaire général de la présidence, sur un document qu'on utilise actuellement, qu'on appelle Côte d'Ivoire, Stratégie Côte d'Ivoire 2030. Mais on a mis en exergue le fait que le niveau de revenus, quand on regarde le niveau de richesse de la Côte d'Ivoire ou le niveau de revenus qu'on a, on ne doit pas avoir ces indicateurs de santé-là. Malheureusement, on est dans des déperditions très importantes au niveau de l'utilisation des financements publics. Et par exemple, la santé communautaire, ici, on se bat, mais ça ne décolle pas. Alors que ça montrait des résultats partout ailleurs. Partout ailleurs. Les pays qui s'engagent dans la santé communautaire, là, ils règlent tous leurs problèmes de maladies diarrhéiques, palu, etc. Tout ça. Ce n'est pas l'hôpital qui règle ça.
C'est la santé communautaire. Les gens vont dans les maisons pour donner les soins. Ils vont dans les maisons pour donner pour faire les vaccins, pour faire les soins et tout ça, tout ce que vous voulez. Ils vont dans les maisons. Ils n'attendent pas que les populations viennent à l'hôpital. Tant qu'on ne s'est pas investi dedans. Et quand vous regardez les causes de mortalité que j'ai évoquées tout à l'heure, mais c'est des choses qu'on n'a pas besoin d'aller au CHU pour soigner une diarrhée. On n'a pas besoin d'aller au CHU pour faire une transfusion à une femme enceinte qui saigne. On n'a pas besoin d'aller au CHU pour faire une césarienne. Mais on n'a pas encore fait ce shifting-là dans notre pays. On n'a pas encore. On construit des super établissements, c'est bien. Mais ça ne répond pas à la demande de soins. Au niveau de la proximité, voilà, c'est là-bas qu'il faut frapper. Parfait. Juste peut-être dernière question pour Serge sur la partie digitalisation. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a abordé, qui a combiné deux axes qui peuvent être très intéressants, qui dit pourquoi ne pas mettre le digital au service de la formation, au service de la pédagogie. Parce qu'on a parlé de digitalisation d'une part, puis de l'autre côté, on a parlé de la formation des professionnels de la santé. Il dit, par exemple, coupler les deux, est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qui pourrait être optimal pour nous aujourd'hui, à élever le niveau de connaissance de nos professionnels de la santé, et puis aussi derrière, permettre de prodiguer des prestations de meilleure qualité en direction des médecins. Oui, ça, c'est une très bonne suggestion. Je pense que le digital, le digital, déjà même l'incorporer dans la formation de base, déjà à l'université, ça pourrait être permettre de résoudre le problème, parce que si on est habitué à utiliser l'outil déjà à la fac ou durant la formation clinique, une fois qu'on arrive déjà sur le terrain pratique, non, on a fini sa formation ou on vient d'avoir son diplôme, la question ne se pose plus, puisque ça devient maintenant naturel. Donc, oui, effectivement, mais là, encore une fois, il va falloir que les universités soient ouvertes à cette digitalisation-là. Voilà, donc, tout dépend de celui qui prend la décision. Tout à l'heure, Samuel parlait du décanat. Voilà, est-ce que le décanat décide de faire? Est-ce que le décanat est ouvert à l'idée d'introduire la digitalisation plutôt dans la formation des jeunes médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes et infirmiers, de telle sorte qu'à la fin de leur formation, la question même d'utilisation ne se pose plus. Ça devient automatique. Parce que si on attend qu'ils aient fini leur formation pour commencer à leur réapprendre ça peut devenir un challenge, un défi. Okay. On reste sur toi pour peut-être que tu nous donnes ton mot de fin. On est en train de partir résolument vers la fin de la session. Au regard de tout ce qu'on vient de dire, au regard du diagnostic, du tableau qui a été planté sur les thématiques qu'on a abordées, et face à ça, des solutions très pratiques que vous avez énumérées. C'est quoi ton regard, ton mot de fin par rapport à tout ça? Je crois que, en tout cas, merci beaucoup m'avoir invité à cette discussion. Je crois que c'est une très, très belle initiative que je ferai plaisir de revenir discuter. Ça me fait plaisir de revenir discuter encore santé et entrepreneuriat si au besoin. Et je pense que c'est ce genre de discussion qu'il faut avoir, qui va permettre de partager les expériences. Moi, ce que je vis aux États-Unis, mon expérience, j'ai dit 2 ou 3 choses que quelqu'un peut prendre et puis implémenter là, pour voir si ça marche. Mais si ça ne marche pas, alors on peut l'utiliser et puis réadapter au domaine. Mais moi, je suis optimiste. Voilà, donc je dis, j'ai toujours foi en l'avenir. Je pense qu'il ne faut jamais abandonner, quoi. Donc, il faut utiliser les modèles qui marchent ailleurs, les essayer, ensuite les améliorer et puis continuer comme ça. Donc, je suis vraiment optimiste sur l'avenir de la santé. Il y a plein de choses qui se font de façon individuelle. Chaque hôpital essaie de faire de son côté une clinique privée, des professeurs de façon individuelle, mais ce qui va faire avancer les choses plus rapidement, c'est de se mettre ensemble et puis d'éviter je dirais, par exemple, les combats de position. Ah, moi, je suis le patron, je suis le cher maître, je suis l'étudiant, donc c'est moi qui dois décider tout. Je pense que le travail collaboratif
avec les inputs des uns des autres, c'est ça qui devait être la priorité. Et ici, si on réussit à se mettre ensemble, chacun voit ses idées et on teste des modèles, on retourne au drawing board, comme ça, et puis on réaméliore pour d'ici 10, 20, 30 ans, on aura un système de santé irréprochable. Il ne faut pas qu'on pense que ces problèmes vont être résolus en 2 mois ou en un an. Ça prend du temps. Donc, c'est de commencer, c'est d'amorcer le processus et de continuer à l'améliorer quand le temps avance, quoi. Donc, voilà. Très bien. Merci, Serge. Mm. Samuel, ton mot de fin par rapport à tout ce qu'on a dit. Merci. D'abord, je vais remercier toute l'équipe de Denken pour cette opportunité que vous nous avez donnée à Serge et à moi pour pouvoir parler de santé. Et merci aussi à tous les amis, collègues qui ont pris de leur temps un samedi pour pouvoir nous assister, pour pouvoir participer. Vraiment, merci à eux. Et puis, bon, comme Serge l'a dit, hein, on a toujours foi, on a toujours foi. Moi, j'ai fait 13 ans au ministère de la Santé et puis après, je suis passé de l'autre côté parce que je me suis dit que parfois, mes amis de promotion me taquinent avec ça. Mais malheureusement, comme Serge l'a dit, parfois, on ne s'écoute pas. Parfois, on ne s'écoute pas. Et ça, je fais un clin d'œil à nos ministres. Parfois, on ne s'écoute pas. Parce que parfois, on a un pays qui a l'avantage de faire beaucoup d'études, beaucoup de recherches. Mais parfois, nous-mêmes aussi, en tant que techniciens, on n'arrive pas à transformer souvent les messages scientifiques en messages politiques. Voilà, parce qu'on peut avoir, actuellement, on a une ministre qui est issue des BTP. Donc, on ne va pas aller lui présenter un rapport d'une enquête de 300 pages. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il faut pouvoir extraire de là des éléments que lui, en tant que politicien, pour lesquels il trouvera malheureusement, heureusement, des dividendes politiques. Et donc, il va vous suivre dans vos propositions de stratégie. Voilà. Et donc, on essaie de faire, on va essayer de faire ça mieux. Et puis, pouvoir s'inspirer de ce qui marche. Il faut qu'on quitte dans cet esprit de la Côte d'Ivoire, on est ici, on est là, on est ici. Vous pouvez avoir 1000 francs et être moins efficace que celui qui a 500. Parce que celui qui a 500, là, il investit là où il faut investir. Vous, vos 1000 francs, vous les mettez dans autre chose qui ont peu d'impact. Donc, il faut pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques. Et Dieu seul sait que les bonnes pratiques, ce n'est pas ce qui manque dans le monde là. Ça a un avantage d'avoir des États, des structures qui ont fait les choses avant vous. Normalement, ça doit vous éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc, il faut vraiment pouvoir se mettre dans cette démarche. Et puis que nos stratégies ne soient pas forcément, là je vais faire maintenant un petit clin d'œil politique, que nos stratégies, ou bien nos stratégies ne soient pas forcément liées à des agendas de 5 ans. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en place dans 5 ans. Donc, il faut pouvoir travailler, commencer quelque chose pour que quelqu'un d'autre vienne continuer. Ce n'est pas grave. Voilà. Merci. Merci Samuel. Je voudrais juste rappeler qu'effectivement, vos différentes interventions s'inscrivent dans la logique de Denkiem, hein, qui est une plateforme de réflexion, voilà, qui se veut apolitique, mais l'idée, c'est vraiment de concorder, de faire jaillir au travers de nos discussions des actions concrètes, hein, qui peuvent être consignées, qui vont être compilées dans une documentation et servir de creuset pour nos différents, on va dire quoi, autorités, pour nos différents partenaires qui voudront, voilà, s'en inspirer pour implémenter afin d'améliorer tout notre système de santé. Je voudrais remercier sincèrement d'abord toute l'équipe de Denkiem d'avoir permis de préparer en fait cette lucarne d'échange. Et puis un vibrant, en fait, un standing ovation to nos
nos différents intervenants. Je parle de professeur Serge Affelli. En tout cas, ça m'a fait plaisir hein, de te revoir après toutes ces années. C'est vraiment chaud au cœur et vraiment apprécié le fait d'être dans cette ouverture, dans cette logique optimiste et de transférer des connaissances, des cas pratiques, de sorte à ce que, voilà, on ait la possibilité de pouvoir les implémenter à la coloration en fait, locale que ça marche. Et puis, à Samuel, docteur Samuel Roux, de nous partager, tu vois, ces années d'expérience au ministère de la Santé, de savoir que, écoute, il y a du travail qui a été fait, il y a des choses qui continuent d'être poussées et qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut continuer vraiment à insister à la conduite du changement, aux mentalités, de sorte à ce qu'on ait un système qui soit performant in fine. Et puis, voilà, je voulais faire un big up à tous les participants qui sont connectés hein, depuis le début, qui sont avec nous. Donc, on a des noms, on a des personnes, des amis qui ont été avec nous. On espère que voilà, cette discussion a apporté un peu d'eau au moulin, a apporté quelque chose en plus. Et que voilà, la discussion peut continuer en off. Et puis, n'hésitez surtout pas, on est disposé au niveau des 5e, voilà, à vraiment recueillir tous les avis. On vous remercie sincèrement et je ne sais pas si Mian est connecté. Mian, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis toujours là. Voilà, donc merci à toi pour le petit mot final et puis voilà, c'est dit au revoir et à bientôt. Ben, ok. Ben, écoutez, merci à tous hein, de vous être connectés. Voilà, pour les personnes qui sont pas arrivées à l'heure ou qui n'ont pas été au démarrage, voilà. Donc, je suis Emmanuel Mian et puis je suis à la tête de ce think tank qui s'appelle Denkem Institute et qui traite des sujets de politique publique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a traité d'un sujet de santé avec, comme vous l'avez constaté, on voit qu'il y a encore beaucoup de personnes connectées, des intervenants de très, très grande qualité qui nous ont fait bénéficier de leur expérience, un modérateur aussi qui a su animer les débats. Donc, voilà, on espère que ça vous a plu. On a mis également un sondage dans le chat pour que justement vous puissiez aussi nous faire part de sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde prochainement pour que justement on puisse aborder des questions qui touchent vraiment au cœur de notre pays, à son système de santé, à d'autres thématiques aussi, et pour que toutes ces contributions-là puissent être prises en compte pour permettre à nos pouvoirs publics de prendre les décisions qui s'imposent, quoi. Voilà. Et je souhaite une excellente soirée, très bon week-end à chacun. Voilà. Un petit point, s'il vous plaît. À l'équipe de Denkem, je voudrais demander, est-ce que c'est possible, pour ceux qui sont intéressés, hein, s'ils peuvent peut-être vous donner leur mail pour que je leur partage certains documents. Voilà. Ah oui, ok, d'accord. Mais de toute façon, dans le lien d'inscription… On n'a pas dit des choses sur des trucs personnels, quoi. C'est des documents qui existent, c'est documenté. Ça marche. Donc, on peut effectivement récupérer les documents. Et voilà, comme on a déjà les adresses mail aussi. Voilà, je vous transmets les documents. Et puis on va trouver le moyen de partager au plus grand nombre. Merci en tout cas pour la proposition. Moi, c'est une proposition très pertinente. Ouais. D'accord. Allez, merci. Au revoir et bonne soirée, bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.